Bienvenue dans Bottines et Babines, le podcast inspiré de l'expression « Les bottines doivent suivre les babines ». C'est l'idée même que les actions doivent suivre nos paroles, que nos idées s'accomplissent et que nos rêves se réalisent. J'ai l'honneur d'accueillir dans ce premier podcast Mylène Paquette. Mylène est québécoise, navigatrice, conférencière et auteure. Et c'est aussi la première personne en Amérique à traverser l'Atlantique à la rame. Et c'est ce dont on a parlé dans ce podcast. On a abordé son déclic à se lancer, la gestion du risque, des peurs, ce qui l'a aidé à mener à bien son expérience, et aussi toutes les émotions qui l'ont traversé du début à la fin. On a parlé du avant de partir et l'arrivée, le après. Tu verras que Mylène a un enthousiasme et une confiance naturelle qui pousse à l'admiration. Et elle nous prouve d'une certaine manière que toutes nos envies, même les plus folles, sont réalisables si l'on travaille pour. Alors je te souhaite une bonne écoute. Donc Mylène, tu es québécoise. Oui. Et en 2013, tu as été élue, juste ça, la première personne des Amériques à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame, en solitaire. Et donc tu l'as fait en 129 jours. Oui. D'ailleurs, tu racontes cette aventure dans ton livre, Dépasser l'horizon. Oui, tout à fait. Je vais commencer avec une question un peu globale, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Juste ça, c'est vraiment, je pense que tu avais déjà un attrait pour la voile, pour la mer, tout ça? Oui, en fait, je dis souvent que c'est une réponse qui vient pas seule. Tu sais, c'est pas une réponse courte parce qu'il Ouais. y a la réponse superficielle, la réponse profonde. Faut presque que je parle de mon cheminement avant de désirer Mmh. faire ça. Donc, c'est quand même assez long comme réponse, mais je vais Oui. essayer de faire une réponse courte. Ouais. Je crois qu'à la base, j'avais besoin de trouver quelque chose d'essentiel qui me permette de vivre quelque chose d'absolu. Donc, OK. je voulais me lancer dans quelque chose qui m'obligerait de m'y consacrer complètement parce que je voyais des enfants mourir, je voyais des familles perdre des enfants, je travaillais avec les enfants malades à l'hôpital Sainte-Justine et j'étais, en fait, préposée aux bénéficiaires. Et durant des années, donc, je me suis questionnée à savoir, où est ma place parce que je savais très bien que ma place n'était pas, dans un hôpital. Donc, je n'étais pas très à l'aise dans ce milieu-là et puis, de fil en aiguille, ben, j'ai commencé à essayer plein de choses et j'ai découvert la navigation. Et c'est suite à un voyage à la voile, en fait, 3 jours à la voile, à naviguer avec ma sœur, son copain, mon amoureux aussi. Pardon, on était 4 sur le bateau et là, entendre toutes ces histoires des gens qui ont traversé, différentes épreuves sur différents parcours, différents bateaux, différents océans. Donc j'ai été, vraiment, en fait, je suis tombée amoureuse de ce Mmh. type de voyage-là et ensuite je suis revenue à Montréal avec cette intention-là de devenir une aventurière, une navigatrice hauturière. Alors, de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait pas vraiment d'hommes et de femmes qui avaient réalisé, en fait, provenant de l'Amérique, qui avaient réalisé le parcours sur l'Atlantique Nord. Donc à partir de là, c'est comme si je voulais m'approprier ce parcours-là, cet OK. exploit-là et j'ai commencé à manger mes croûtes pour, m'y préparer, j'ai fait des lectures et tout et j'ai découvert que c'était pas possible de le faire sans, être capable de nager sous l'eau et moi, j'ai vraiment peur d'être immergée dans l'eau. Je On en déteste parlera plus tard, oui. Oui, oui, ouais, oui. je déteste être immergée dans l'eau. Alors, j'ai comme mis une croix sur le projet, puis c'est une enfant malade, gravement malade, qui m'avait, Ouais. inspirée d'aller vers mes peurs plutôt que de les fuir. Donc, suite à cette rencontre-là, je m'étais dit: «Ah, pourquoi pas?» Donc, c'est comme si j'avais besoin pour moi-même de justifier un projet comme ça, qui mobiliserait l'ensemble de mon entourage, qui me OK. mobiliserait à 100. Tu sais, je désirais quelque chose ardemment, puis tu sais, quelque chose d'absolu, mais c'est comme si j'avais pas de motivation valable pour le faire. Tu sais, le faire pour, l'aventure elle-même, c'était pas suffisant. Il fallait que je me trouve une mission à travers ça et quand j'ai, eu la discussion avec Cynthia, cette patiente-là est décédée depuis. Elle est décédée quelques semaines OK. après notre, discussion, mais je l'ai côtoyée pendant des années, donc je la connaissais bien. Puis, suite à cette rencontre-là, je me suis dit: «Ben, je dois y arriver pour tous ces enfants qui réaliseront jamais leurs rêves», tu sais? Puis, pour honorer ma santé, donc Mmh. parce que moi, j'avais la santé, j'avais la vie devant moi, puis j'avais les couilles pour faire une aventure pareille. Donc je me disais: «Ben, peut-être que je peux, au lieu d'encourager les enfants un à la fois au chevet de leur lit, à leur chevet plutôt, je pourrais faire quelque chose qui réponde,
qui correspondent à qui je suis, qui répondent à mes besoins d'aventure, puis qui puissent en même temps, par ricochet, les inspirer. Donc ça a vraiment été, OK. C'est vraiment le très but. sage, ouais. C'est ça. Le but, ça a été d'inspirer, de toi trouver un objectif dans ta vie finalement Ouais. et aussi d'inspirer, par rapport à ton parcours, notamment les enfants. Et d'ailleurs, cette conversation, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de qu'est-ce que ça a été cet échange finalement? Qu'est-ce qui Mais t'a, voilà, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a fait une sorte de déclic? en fait, c'était surtout la vérité de cette patiente-là, tu sais, Mmh. l'espèce de, tu sais, quand tu es à l'aube de ton propre décès, tu te badres pas de t'empêcher de dire des trucs. Puis Cynthia, elle était déjà comme ça, c'est super vrai. Puis elle m'a vraiment fait réaliser que, tu sais, dans la vie, ben, si on veut réaliser nos rêves, faut travailler fort. Puis aussi, ce qu'elle m'avait fait comprendre dans la conversation, c'est que, tu sais, peu importe, en fait, quand tu as la santé puis quand tu as tout avec toi, pourquoi te priver de faire des Mmh. choses dans lesquelles tu vas rencontrer des peurs, tu sais? Donc essentiellement, moi, j'avais peur de l'eau puis je voulais pas aller vers ça. J'ai tourné le dos à ce projet-là à cause Ouais. de ça. Puis, hem puis, tu sais, c'est comme si dans cette conversation-là, j'avais compris aussi que la peur, c'est aussi une question le courage, en fait, c'est une question de choix. Tu sais, tu peux être peureux, pas peureux, courageux, pas courageux, mais Mais y aller. compte, c'est toi Mmh. qui choisis de sauter dans l'eau. On a tous déjà fait l'expérience de plonger dans l'eau dans une piscine, soit très, très un gros tremplin ou, puis tu sais, le petit mouvement, tu fais: «Oh non, non, j'y vais pas. Ah oui, j'y vais». Puis le feeling, puis la peur qui nous prend au ventre, là, tu sais, mais ceux qui Mmh. ont pas peur de l'eau même, là, si dépendamment d'où on a sauté dans l'eau, tu sais, on a tous ce moment-là où on fait comme: «Ah non, j'y vais, je saute, tu sais, je me commets là, OK, j'y vais». Puis il y a un point de non-retour à moins d'être magicien, de revenir en arrière, tu sais, on peut pas, Mmh. revenir sur le quai, revenir sur le tremplin. Donc, c'est ça. Fait que le cœur de la conversation, c'était aussi sur le courage, mais je pense que ça était tellement mal en point, cette patiente-là, qu'elle n'a pas eu connaissance, je pense, de comment ça avait été important pour moi. OK, mais elle a quand même marqué, on va dire ton existence. Elle a Ouais, vraiment eu ouais, sa part à jouer. vraiment. C'est très, très beau et oui, donc ça a été ton élément déclencheur finalement. Tu avais plus d'excuses en fait, finalement. Ouais, C'est ça, je trouve ben, ça vraiment beau ouais. et après pour parler un peu plus, de, on va dire, la réalité au-delà de l'envie, après il faut concrétiser, toute la préparation, anticiper, un petit peu tout ça, la planification, le trajet, les difficultés et puis, j'aimerais bien parler un peu de, oui, donc tu as eu la peur de l'eau, c'est une chose, et puis il y a la gestion du risque parce que j'imagine que dans ton entourage, peut-être toi aussi, tu avec cette idée, tu t'es dit: «Waouh, il y a quand même pas mal de risques de diverses quoi, liés à cette traversée». Donc comment est-ce que tu as, préparé ça, les risques? Ben, en fait, c'était beaucoup d'études, tu sais, c'était regarder, là, dans les moindres détails qu'est-ce qui a pas fonctionné pour les autres. Mmh. Savoir, tu sais, ce qu'il y a de pire face aux risques, c'est de ne pas être honnête face à ces risques-là. Donc, moi, j'ai souvent été dans le bois ou sur des rivières ou, en camping ou n'importe où, tu sais, dans la nature où, les gens qui m'accompagnaient, des fois, ils me faisaient peur parce que je me disais, «Voyons, il comprend pas que c'est risqué ce qu'il fait», tu sais, puis qu'il peut comme avoir une influence sur le groupe, qui peut comme Mmh être mh. irresponsable, puis embarquer du monde, des plus jeunes, des gens plus naïfs dans tel projet. Puis, tu sais, il faut être très conscient du danger, il faut être honnête face au danger. Donc, le pire ennemi du risque, c'est nous-mêmes, en fait. Donc, de prendre connaissance de tous les risques que je pouvais courir sur l'océan, bien, ça m'a aidé à réaliser que j'étais pas immortelle. Puis ça m'a aussi obligée de me préparer si jamais j'avais à mourir durant l'aventure. Donc, je pense que quand on prépare même jusqu'à notre décès, ben on est à même de choisir quand tu es devant le risque sur l'océan, bien là, tu sais que tout est prêt puis que tu as juste à trépasser. Donc, ça a été une grosse réflexion aussi là, dans la préparation. Mmh. Donc, oui, regarder ceux qui ont bien réussi, mais aussi, c'est important de reproduire une recette qui mène au succès, mais je dis souvent qu'il ne faut pas répéter la recette qui mène à l'erreur. Donc, tu sais, puis c'est exactement le bon comparatif, une recette. Tu sais, tu prends la recette de pâté chinois de ta grand-maman, puis là, tu essaies de la refaire, mais ta grand-maman, il faut qu'elle soit là des fois pour dire: «Tu sais, là, moi, je mets de la crème ici, puis moi, je Mmh. mets». OK, c'est bon. Tu sais, puis fais pas ça, j'ai fait ça une fois, puis ça n'a pas marché. Tu sais, c'est pas juste une recette sur papier, mais c'est aussi d'avoir des conseils, tu
sais, à broil avec le fromage, là, tu laisses le four ouvert parce que, tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont pas écrites, mais qu'en conversant avec des gens qui ont fait la même chose, ben, tu peux vraiment aller chercher des petites informations qui te permettent de pas rater ta recette. Ouais. OK. Donc tu as été vraiment chercher sur, en parlant avec les gens, en voyant un petit peu les expériences un peu Ouais. similaires. C'était vraiment lié à l'humain, finalement? Un petit Oui, peu, c'est ça. Ben, en fait, c'est toujours ça. Moi, ce que j'ai mmh. constaté, c'est que c'est toujours une confluence de plusieurs facteurs qui mènent Mmh à mh. l'échec. Puis c'est des facteurs qu'à quelque part, il y a toujours l'humain qui dit: «Ah non, non, mais ça va aller, tu sais, je vais gérer». Puis même moi, tous les risques que j'ai pris, toutes les choses difficiles, les erreurs que j'ai faites, ça a toujours été ça. Ça a toujours été j'ai pris pour acquis que puis c'est une confluence de facteurs. Ben là, j'avais plus d'électricité, donc j'avais plus d'eau, donc je commençais à être malade parce que mes reins, avaient pas assez d'eau, puis blablabla. Donc, c'est toujours ça. Tu sais, c'est comme, par exemple, confluence d'une tempête, un bris technique avec, tu sais, de toujours c'est ce qui fait en sorte que de toujours, 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 toujours être: «OK, là, je sais qu'il fait beau, je sais qu'on a du soleil, puis on a du vent, puis on peut faire de l'eau, puis on va pouvoir faire de l'eau dans 24 heures, mais on va en faire quand même maintenant au cas où». Tu sais, puis c'est toujours d'être conscient que tu es à deux trois coups de la mort. Tu sais, tu es à 2-3 mauvais bougeages, mauvais move de pion sur une table d'échecs, d'être échec et mat, tu sais, fait qu'il faut toujours être vraiment conscient de ça, puis, OK, donc c'est beaucoup d'anticipation avant le départ, mais oui, aussi, dans le moment présent, ça peut se jouer parfois à rien, heu, ouais, il peut se c'est ça. passer, c'est ça? Ah, tout à fait. Oui, oui. Tu sais, chaque moment est bon pour se pratiquer à une éventuelle, survie en mer, tu Mmh sais. mh. Donc, c'est super essentiel parce que la différence entre se préparer puis pas se préparer, ça joue aussi sur le mental. Mmh. Donc, tu sais, quand tu es là, enfermé dans ta cabine, qu'il y a des tempêtes, ben, tu te dis: «OK, ben, je sais quoi faire». Tu sais, si, mon bateau casse en 2, je sais quoi faire. Si mon bateau prend feu, je sais quoi faire. Je me le suis répété plein de fois. Puis, tu sais, je m'étais fait dire aussi que, tu sais, ben, je peux parler de la visualisation, j'en ai tellement fait de visualisation, j'en fais encore à tous les jours, mais c'est beaucoup dans l'émotion, la visualisation. Donc, chaque fois que j'imaginais une situation catastrophique, puis je pratiquais une procédure de survie, par exemple, ben, je la regardais comme un film et j'y associais aucune émotion pour pas provoquer la chose, tu sais, pour pas me mettre dans cet état-là, parce que je voulais pas augmenter ma réponse de stress face à une tempête, par exemple. Si à chaque tempête, je me dis: «Bon, là, je suis nerveuse, OK, qu'est-ce que je fais s'il y a un début d'incendie?» Ben, ça fait juste associer tempête, début d'incendie, augmente ta réponse de stress. Donc, j'associais aucune émotion à ça. Très, 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 tu sais, factuel. OK, ben j'ouvre le radeau de survie comme ça, comme ça, comme ça. Je fais ça comme ça, comme ça, comme ça. OK, all right, je l'ai eu. Donc, tu sais, c'était juste des pratiques mentales, Ah oui, visuelles, mais sans aucune émotion pour pas que j'y attache un c'est stress super négatif. intéressant. Ouais. Parce que du coup, la visualisation, ça te permettait de pas paniquer, enfin, d'essayer du moins de pas paniquer en cas de problème, Ouais. Oui, c'est ça. Puis de me donner de la confiance, puis à chaque fois, je me dis: «Ah ben regarde, je l'ai fait», tu sais, là, j'imaginais aussi, je coupais ma respiration pendant que je faisais semblant dans ma tête d'ouvrir mon radeau de survie. Donc je me disais: «Ben, vois-tu, si j'ai la tête en bas dans l'eau, je suis capable de l'ouvrir mon radeau de survie en tant de temps». Donc même si j'ai pas d'air, alors ouais, je suis capable. Donc ça m'augmentait ma confiance sans augmenter mon stress qui était ouais, associé je à comprends. cet hypothétique événement-là. Ouais. Donc tu as mis en place aussi, voilà, plusieurs, j'avais d'autres questions liées à ça, mais tu as eu plusieurs méthodes, de pour la préparation mentale Ouais. qui, j'imagine, étaient très importantes. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a aussi Mais c'est drôle parce que ça ouais. m'emmène à dire, il y a aussi beaucoup de déni volontaire. Parce que tu peux pas toutes les fois où tu es stressé parce que: «Oh mon Dieu, mais je m'en vais en mer dans 2 mois, tu sais, ou dans 1 an, je vais être en mer, qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, je sais pas ça encore, tu sais, qu'est-ce que je vais faire dans le fait?» Fait qu'il y a aussi, tu sais, quand je dis être honnête face au danger, il y a aussi être capable sciemment de reporter à plus tard puis faire du déni mental. Parce que si j'avais été angoissée à chaque jour de ma préparation sur tout ce qui pouvait arriver, fallait juste que je mette ça dans une case, tu sais, puis me dire: «OK, je vais regarder ça en mai 2012, là. Là, on est en juin 2011, tu sais, je suis dans une autre aventure préparatoire, je pense à des trucs. OK, là, je mets ça dans une case dans ma tête, puis je fais du déni, là, ça va être réglé, mettons, telle date», tu sais. Je Mmh. mettais par en avant des problèmes logistiques, des fois, qui m'angoissaient. Puis là, je me disais: «Je suis sûre que je vais rencontrer quelqu'un qui va m'aider avec ça». Puis éventuellement, je rencontrais quelqu'un qui m'aidait avec ça, tu sais. Oui. J'essayais de ne pas me laisser habiter par des angoisses parce que de toute façon, c'est tout à chaque fois qu'on est anxieux ou angoissé, c'est comme juste
quelque chose d'hypothétique, de futuriste, là. Donc Ouais. sciemment, je faisais du déni, là: «Ah non, non, c'est correct, tout va être correct». Puis tu sais, je pitchais ça par en avant en me disant que je vais Mmh. rencontrer quelqu'un, puis ça va être correct. Quelqu'un qui va régler le problème de l'éolienne, il quelqu'un qui va régler le problème du Ouais, radeau de survie ou n'importe quoi, tu sais. ouais, Donc il y je avait comprends. beaucoup de naïveté volontaire aussi. OK. Donc c'est un parfait dosage d'intelligence, puis je pense de conscience, de surdose de conscience, puis de mesure exacte des risques, tu sais, des Mmh. stratégies pour éviter les risques, puis à certains moments, ben là, tu peux pas toujours avoir ça dans la tête, donc de dire comme: Ouais. «Non, non, c'est correct», la pensée magique un peu, tu l'as quand même, tu sais, tu dis: «Non, non, mais ça arrivera pas à moi. Je sais que ça m'arrivera pas, mais je vais quand même étudier tout ce qui pourrait arriver, puis c'est correct, je vais régler ça en mai 2013, en juin 2013, c'est correct, Mmh. l'année prochaine», tu sais. Ouais. Donc Ouais, c'est c'était ça. comme un parfait dosage de ça, ouais. C'est ça, parce que le risque, c'est quand même un très, très large sujet entre les peurs, c'est très mental finalement, c'est ça. Mais Ouais, du puis coup, je vais te couper encore, excuse-moi, parce que ah c'est oui! très Je drôle. disais Je que c'est je racontais ça à quelqu'un hier sur un appel. Je disais: «C'est fou parce que les gens qui» puis là, sans jugement, là, vraiment sans jugement, mais ça m'est arrivé quelquefois à la fin d'une conférence que quelqu'un vienne me voir puis qu'il me dise: «C'est vraiment malade mental ce que tu as fait, c'est super risqué, tu es une inconsciente, blablabla. T'as-tu remarqué à quel point tu aurais pu mourir souvent?» puis tout. Puis cette personne-là fumait la cigarette, tu sais. ouais, Je me disais: «Oh wow!» Tu sais, c'est comme, je prendrais pas ce risque-là, là, de fumer. chacun, ouais, chacun son risque, Fait que, tu sais, ça aurait pu être quelqu'un qui a d'autres mauvaises habitudes de vie qui sont mmh mh. prouvées comme étant super mauvaises, nocives pour la Mmh. santé, mais ça m'est arrivé où j'ai eu la réflexion parce que la personne sentait la cigarette, c'est juste la réflexion que j'avais, puis je me disais: «OK, tu sais, puis elle est parfaite, là, elle prend aucun risque dans sa vie», tu sais, quand on sait très bien que c'est C'est prouvé, ça. là, que ça mène Ouais. fait que chacun prend son risque, puis le risque qu'on veut bien prendre, c'est bien nos affaires à nous, tu sais. C'est juste que moi, ben, je l'expose ce risque-là, fait que je me dis: «Bon, sans jugement», tu sais, les gens viennent me voir puis ils me ils me disent à quel point je suis folle d'avoir fait ça et Mmh tout, mh. mais tu sais, eux, ben, ils ont d'autres risques qu'ils prennent, fait que je plairai jamais à tout le monde. On est 8 milliards, fait que je Ouais. plairai jamais aux 8 milliards sur terre, puis il y en a plein qui vont me trouver complètement folle d'avoir fait ça, puis c'est correct, puis il fallait que je sois capable de vivre avec le jugement à travers tout ça, tu sais? C'est ça, j'imagine qu'il y a eu, ouais, beaucoup de jugements autour Ouais. de Ah même tellement, avant, après, c'est ah ça, tellement. C'est comme, ouais, j'imagine, ouais. ouais. Et pour parler après, beh, du moment où ça y est, tu es lancée, j'aimerais, que tu nous aides à imaginer qu'est-ce que c'était ton quotidien sur le bateau? Est-ce que tu avais, planification chaque jour, il fallait que tu aies des obligations? Est-ce que tu avais un planning, voilà, précis? Voilà. C'est drôle le quotidien parce qu'il y a plusieurs quotidiens différents. Tu sais, il y a le quotidien, je peux ramer, donc Mmh. les conditions sont belles, je peux ramer, je peux avancer. Il y a le quotidien gestion de crise parce qu'il y a eu plein de crises durant toute l'aventure, puis il y a le quotidien, je peux pas ramer aussi. Donc, tu sais, c'était toujours à moi de m'adapter à l'événement du moment. Puis, ça a été extrêmement difficile aussi dans la traversée de asseoir une routine dans une traversée, dans un moment à travers lequel il ne pouvait pas y avoir de routine. Parce que les conditions météo étaient exécrables, j'ai eu 29 systèmes dépressionnaires entre les 2 Mmh continents. mh. Ça a été une année terrible pour traverser l'océan. Il y a eu des problèmes logistiques, il y a eu des problèmes avec, par exemple, la garde côtière, qui voulait que j'abandonne. Tu sais, mon équipe gérait vraiment des dossiers, puis ils ne pouvaient Ouais. pas parler de tout, sinon ça me déconcentrait. Il y a aussi ma compagnie d'assurance qui a dit: «Non, non, non, l'assure plus, elle n'est plus assurée à partir de telle date». Mon avocat est rentré là-dedans, tout ça, eux vivaient un stress énorme, puis des fois, tu sais, je les sentais pas vraiment toutes là, mais ils étaient préoccupés par plein d'autres problèmes qui devaient régler. Puis chacun dans l'équipe au sol aussi, la traversée a eu un impact énorme dans leur vie personnelle. Donc eux autres, ils ont eu beaucoup, beaucoup de défis aussi à cause de cette traversée-là dans laquelle ils s'investissaient beaucoup trop, tu sais? Donc c'était comme s'il y avait toujours des petites crises à travers des moyennes crises, à travers des grandes crises, puis toutes ces crises-là étaient comme en trame de fond, puis on devait apprendre à composer avec tout ça en essayant de dire: «Non, non, non, mais il faut que je rame 8 heures, laissez-moi tranquille». Sauf que des fois, ben, il fallait que je sois assez forte pour dire: «OK, ben, par exemple, une journée type, là, la journée type de rêve, là, sur papier, c'était je me lève à 6 heures, je mange, je regarde ma météo à 7 heures, je rame jusqu'à 10 heures, 11 heures, midi. Tu sais, je peux ramer 3, 4, des fois plus 4 OK, que 5 heures, ouais. tu sais.
Et là, après ça, je prends une pause, je prends des photos, je fais des transferts de photos dans mon ordi, je prends mes courriels. Après ça, je fais une sieste d'une demi-heure, puis je me remets à ramer, puis je rame un autre 5 heures. Ça, c'était la journée type très, très, OK. mon Dieu, Ça donne une idée déjà. OK. ouais, ça, c'est comme sur l'Atlantique Sud. Tu sais, l'Atlantique Sud, le parcours que j'ai fait en 2010, Mmh. c'est de la houle, c'est le vent des alizés, c'est comme exactement une journée type sur ce parcours-là. C'est archi comme tu rames, puis tu dors, puis tu manges, puis tu fais Ouais. juste ça parce que la météo est toujours pareille, il y a plein d'animaux, il y a plein de wildlife, puis tu sais, t'es super comme... c'est comme un rêve là, que tu vis dans OK. l'Atlantique. Tu rames, tu dors, puis tu fais ta météo, puis c'est tout, tu sais. Mais dans l'Atlantique Nord, c'est comme être dans un endroit où tu as pas d'affaires. Déjà, tu sais, ramer sur l'océan, tu as l'impression que tu as pas d'affaires là, mais il y a des centaines de personnes qui le font. Dans l'Atlantique Sud, c'est possible de traverser l'océan à la rame. Dans l'Atlantique Nord, tu traverses l'océan dans un bateau propulsé à rame, puis tu essaies de faire avancer ton bateau. Mmh. C'est complètement différent. Donc, à tous les jours, il y avait des mauvaises nouvelles. Mylène, il faudrait vraiment finalement arrêter de faire de l'Est. Là, le système dépressionnaire qui s'en vient, il faudrait que tu t'en ailles au Sud parce que là, on réalise que le courant, la donnée météo que tu as, tout ça, je te dis, c'était tout le temps, c'était archi rare qu'on avait comme un c'est arrivé là, mais c'est arrivé peut-être 5 fois, tu sais, qu'on avait comme: «OK, ben, il se passe rien, tu peux ramer aujourd'hui». Puis c'était des moments où, on se disait: «Ben, voyons donc, c'est ridicule, comment ça, il se passe rien là, je peux vraiment juste ramer». Puis ces journées-là, c'était comme c'était ça que j'étais allée faire, puis ça fonctionnait, puis je ramais, j'avançais. Tu sais, par exemple, à un moment donné, toute la météo que je voyais autour de moi, je rappelais mon équipe aux heures pour dire: «Mais ce que vous me donnez comme données météo, ce n'est pas ce que j'ai autour de moi. Est-ce que vous vous foutez de moi? Ah oui. Pourquoi? C'est quoi ça? Vous me dites qu'il y a un vent d'est de 16 nœuds, puis j'ai un sud de 8 nœuds». Mmh. J'étais comme c'était complètement opposé et là, après 3 jours, mon équipe a dit: «OK, Mylène, il faut qu'on te dise que c'est parce qu'il y a un shutdown au gouvernement américain. Obama, il a tout arrêté, donc les données de la NOAA ne sont pas mises à jour. Donc tu as des OK. vieilles données». Donc, à Rien que cause du ça. shutdown américain, j'avais pas les bonnes données. Donc, pendant 3 jours, c'était complètement, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à avancer, j'avais pas la bonne donnée. J'étais complètement, «Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi?» Puis on avait les données de France, Météo France, puis ça OK. fonctionnait mieux. Puis d'habitude, c'est pas des données super efficaces. Donc c'était vraiment des problèmes, toujours des résolutions. Puis c'était le fun parce qu'on avançait vraiment à travers une mer de défis. C'était vraiment ça. Ouais, ouais, je Donc comprends. ouais, puis quand les gens me demandent: «C'était quoi ta routine?» Ben ma routine, c'était de la gestion de crise De continue. ne pas en avoir finalement. Oui, c'est ça, la routine, c'était de pas en avoir. Des fois, là, mon routeur me disait: «Mylène, là, c'est potentiel, tu peux avancer vers le sud, essaie de fuir une dépression». J'ai ramé 18 heures sans arrêt. Donc, tu sais, je mettais tu sais, mon ordinateur portable qui était tout petit, là, je le mettais Ouais. sur ma couchette, je fermais la porte, je mettais le son dehors, puis je regardais Sex and the City toute la nuit, puis je OK. ramais. Je me levais à toutes les 20 minutes pour changer d'épisode, puis je ramais, tu sais? Fait que les gens s'imaginent pas ça. «Ah ouais, elle regardait la télé en ramant». Ouais, «Oui, mais qu'est-ce que tu as à faire? Il y a pas de vague, il y a presque rien, puis tu sais, c'est ouais, la ouais, nuit, ouais. plafond tout couvert, tu vois pas d'étoiles». Ben, tu sais, je me disais: «OK, ben, si je regarde ça, ben, il faut que je rame». Puis j'essayais. Puis là, j'essayais à chaque épisode de faire plus vite, puis mieux, puis tu sais, on a chacun nos motivations. Fait que Oui. ça pouvait être une journée, tu sais? Fait que c'est drôle parce qu'il y avait pas vraiment un quotidien, un copier-coller à tous les jours. Puis à travers ça aussi, au début, je pensais qu'un quotidien, ça pouvait s'installer dans une traversée comme ça, puis ça s'installait pas. Puis j'avais beaucoup de frustration parce que je me disais: «Mais voyons, tu sais, je devrais pouvoir ramer comme je l'ai fait en 2010 avec les 5 gars avec qui j'ai traversé l'océan». Puis là, j'avais comme, quelqu'un qui m'aidait dans mon équipe qui disait: «Ben, lui, il était comme très, très, sportif, c'est un Olympien, puis il disait comme: "Non, il faut vraiment que tu rames, il faut que tu rames"». Puis là, il y a quelqu'un d'autre dans mon équipe qui me disait: «Non, non, mais Mylène, même si il faut que tu rames, ce qui est important, c'est ta santé. Il faut vraiment que tu fasses de l'eau, puis il faut vraiment que tu aies une routine d'hygiène pour pouvoir Mmh. survivre. Tu sais, oublie pas que tu es dans un milieu hostile. Fait que, tu sais, oui, il faut que tu rames, mais si tu rames puis tu as pas d'eau, tu te rendras même pas la semaine prochaine, tu sais. On n'est pas en performance ici, tu sais, tu es pas Ouais. là pour le faire le plus rapidement possible». Donc j'avais plein d'input de plein de membres de mon équipe au sol qui se parlaient pas tous au début. Donc, j'avais plein de trucs qui soient comme, tu sais, des fois, papa et maman, ils disent pas la même chose, mais là, Oui, c'est imaginez, là, ça. on a 10 personnes qui disent pas la même chose. Donc, C'est c'était à toi super de faire difficile. ton propre, Oui, chemin avec exactement, ça, ouais. ouais. Donc là, il a fallu que je dise: «OK, arrêtez là avec vos jugements Mmh. et tout là, puis c'est moi qui décide». Tu sais, c'est quand même moi la leader de ce projet-là, fait que c'est moi qui décide, tu sais. OK. Donc ma routine, c'est ça, puis si je fais pas ça, c'est parce qu'il y a quelque chose que moi je juge plus important que ça, comme
réparer les rames, réparer les antennes, réparer la fuite d'eau parce qu'il y a de l'eau qui rentrait dans ma cabine. Donc, tu sais, le technicien, il sait à quel point ça peut faire, en fait, rendre une traversée, la faire connaître l'échec, tu sais, voyons, j'ai Mhm. juste le mot en anglais, mais ça peut mettre en péril la traversée. Oui, Et le gars qui est là, l'entraîneur, lui, il veut juste que tu rames, tu rames, tu rames. Puis lui, ben, ouais, il est content d'être dans ton équipe au sol puis de dire que c'est lui l'entraîneur. Fait que lui, ben, il a tout avantage de dire que de t'encourager à ramer. Donc, le quotidien était fait de recherche de solutions, de tentatives, d'essais-erreurs avec langue parachute, avec langue flottante pour stabiliser le bateau dans des conditions mhm. difficiles. Le quotidien était fait de ça, beaucoup plus que de je rame 4 heures, je me repose, je rame 4 heures. Tu sais, c'était. Tu sais, moi, j'essaie d'imaginer, là, quand je le raconte aux gens, c'est de dire, imaginez-vous là, une journée au bureau où vous pensiez que vous allez travailler sur telle chose, puis que ça n'a jamais fonctionné. C'est la même Et chose. c'est Ok. toujours, toujours comme ça tous les jours. Mhm. Donc, ouais, fait qu'il n'y avait pas vraiment de routine. Je trouve que c'est important voilà, de parler de tout ça parce que quand on lit telle personne a fait ça, oh, ben, il a réussi, c'est cool, enfin, c'est très bien, mais derrière, on n'imagine jamais tout ce qu'il y a eu, les difficultés, le Exact. quotidien. Donc je trouve intéressant en fait, d'en parler, de le relever. Ouais, c'est vrai. Et, C'est vrai qu'on n'imagine jamais derrière qu'est-ce qu'il y a comme non. difficulté. Ouais. Et c'est ça, par rapport à... tu disais que tu avais peur de l'eau, Ouais, et finalement, tu te lances dans une aventure où tu traverses carrément un océan. ouais. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose c'est la chose qui me fascine le plus avec ça, avec toi, c'est que tu sais que tu pars avec cette peur, tu l'as, mais tu fais limite la chose la plus folle que tu puisses faire dans cet élément-là. Et voilà, je voulais en parler de ça aussi. Comment est-ce que tu as géré on sait que tu as eu la motivation de la conversation avec la jeune fille, il y a eu voilà, plusieurs motivations de base, mais quand même, comment tu arrives à y aller, tu vois? Ouais. Ben, en fait, c'est sûr qu'au départ, moi, j'ai compris en cours de route dans ma préparation que je pense qu'on généralise beaucoup nos peurs. Puis il faut faire Mmh. attention quand on parle. Tu sais, j'ai peur de l'eau, ben, c'est pas vrai parce que je bois de l'eau à tous les jours, De je prends quoi tu as bien peur? ma douche. C'est ça. Tu sais, fait que de quoi tu as peur vraiment? Puis il y avait une coach qui me disait: «Quand tu te poses la question: "Mais c'est quoi qui te fait peur?" Ne une des réponses suffit pas, il faut vraiment que tu grattes puis tu Mmh. creuses, que tu écrives puis que tu essaies de trouver pour toi-même c'est quoi qu'est-ce qui te fait peur? Donc j'ai réalisé que, ben, c'est sûr, là, ce qui me faisait peur, c'est ce qui m'a traumatisée, c'est Jaws, là, les films d'horreur de mon enfance, tu sais, c'est sûr Ouais. que c'est ça, même dans une piscine, j'avais horreur de me baigner. Mmh. Donc, la psy me disait: «Ben, même ça, c'est pas suffisant». Donc tu sais d'où ça vient, mais ça veut pas dire ça t'explique pas pourquoi tu as peur, tu sais? Parce que tu pourrais avoir été traumatisé par, un autre film d'horreur, puis tu Mmh. aurais peur d'autre chose, mais ce serait la même peur. Donc je pense que ce qu'il y avait sous cette peur-là, c'était de me placer dans une position de vulnérabilité, puis qu'il y ait personne qui puisse venir m'aider. OK. Donc ça, c'était la vraie peur dans la peur de l'eau. Tu sais, parce que quand tu sais, as peur de l'eau quand tu es petite, tout le monde a vu Jazz, en tout cas à mon âge, là. Mmh. On est né des années 80, tout le monde a vu Jazz, puis on a tous eu bien peur. Puis là, on se pousse à l'eau au bout d'un quai, puis là: «Jazz, Jazz, requin!» Puis là, tout le monde se Ouais, tout le monde se fait fait qu'on peur, ouais. exactement, tout le monde se fait peur avec ça. Donc, c'est un peu comme pourquoi j'avais peur de l'eau, c'est que j'ai peur d'être placée ou de me placer dans une position de vulnérabilité, puis que Mmh. personne ne soit là pour venir m'aider. Donc, quand on comprend ça, on se dit: «OK, bon, comment je peux aller sur l'eau?» D'abord, c'est de me placer dans une position de vulnérabilité, mais je vais m'arranger pour avoir de l'aide en tout temps. Donc être hyper connectée, puis connaître, bon, quels sont les bateaux autour de moi, qui peut venir m'aider, c'est quoi les mesures internationales en cas de, par Mmh. exemple, détresse en mer et tout ça. Et de me réconforter avec tout ça. Et d'y aller vraiment comme, en fait, de ne pas me sentir seule. Parce que ma peur, c'est d'être seule puis que personne ne puisse venir OK. m'aider. Donc, de ne pas me sentir seule à travers ça. Donc, il y a une partie de la peur qui peut être réglée en la verbalisant, puis La en la décortiquant comprenant, en aussi. la décortiquant, Mmh. puis en lui autorisant d'exister aussi, cette peur-là. Mais il y a une autre partie de la peur qui est vraiment: «OK, je vais être sur l'eau pendant 100-150 jours, j'ai aucune idée de combien de temps. J'ai pas peur d'être sur l'eau, mais peut-être qu'il va falloir que je descende dans l'eau, puis je le sais, il y a un moment où je vais devoir descendre». Donc, je me suis préparée en me Ouais. pratiquant à descendre dans l'eau toute seule. Tu sais, je l'ai faite, quand j'ai traversé l'océan en 58 jours avec 5 coéquipiers.
je faisais le tour du bateau toute seule, tu sais, en plein milieu de l'océan, je nageais autour du bateau, mais ce n'est rien à comparer d'être seule littéralement depuis 80-100 jours et de plonger sous le bateau, puis qu'il y a personne qui regarde s'il y a des Ouais, requins. Tu sais, tu comprends? Donc, je ouais. m'étais entraînée à être seule dans l'eau. J'étais allée à la piscine olympique toute seule, faire des longueurs, puis ça, c'est vraiment même aujourd'hui, ça me tenterait même pas d'y aller à la piscine olympique, faire des longueurs. Tu sais, je suis encore habitée de cette angoisse-là. OK. Donc, je me suis convaincue, donc mais quand on fait ça, je pense qu'on repousse nos limites, mais on les respecte pas tant que ça, tu sais. Mmh. On pense qu'on fait la bonne chose, mais on les respecte pas tant que ça. Et je pense que la plus belle chose que j'ai faite pour travailler avec cette peur-là, puis plonger dans cette peur-là, c'est de m'autoriser qu'une catastrophe survienne dans ma tête à moi, puis après ça, trouver une solution face à cette catastrophe-là, tu sais. Mmh. J'imaginais une attaque de requin, puis je me dis: «OK, ben, c'est juste ça, tu sais, OK, c'est comme puis après, tu sais, il va Ouais. c'est juste» fait que c'est comme si l'issue d'une catastrophe sous l'eau, une attaque de requin, ça me faisait plus peur parce que je comprenais que, ben, c'est pas la fin, puis tu sais, toutes les croyances qu'on a associées à la mort, puis tu sais, qu'est-ce qui se passe après et tout. Puis après, c'était vraiment gérer la catastrophe. Tu sais, s'il y a un requin qui arrive, qu'est-ce que je fais? Heu et aussi, réaliser que, ben, dans le fond, quand j'imagine une catastrophe sous l'eau, un requin qui m'attaque, ben, il y a une réponse de stress qui vient avec ça, tu sais. Tu sais, si je te dis présentement, tu sais, ferme tes yeux, puis imagine-toi un citron, tu sais, tu croques dans un citron, ton visage va probablement faire: «Ah!» Ouais. parce que, «Ah, ça a pas l'air agréable». Donc c'est un peu la même chose, tu sais, quand tu imagines une attaque de requin, mais tu sais, tu le sens dans ton corps: «Oh! Ah!» Tu sais, tu te saisis, tu Ouais, te ouais. saisis, tu sais. Fait que ça c'est la réponse de stress. Donc Mmh. aussitôt que, tu imagines une situation catastrophique, tu l'encourages, ben, ta réponse de stress, elle grimpe, tu sais, elle est associée à ce dont tu as peur. Puis, là, j'ai fait plein de visualisations pour essayer de, oui, dédramatiser, mais trouver des solutions rocambolesques qui se peuvent pas si je faisais face à un requin. Puis tout ça, ça m'a aidé à imaginer que je puisse ressentir des émotions positives après avoir plongé dans l'eau. Puis je pense que c'est ça, tu sais, quand on visualise quelque chose, c'est d'y associer quelque chose de super positif au niveau des émotions, OK. puis c'est ça qui va nous motiver à aller de l'avant, puis qui Donc va c'est comme nous aider à tout faire en sorte mmh pour pouvoir aller de l'avant. Ouais. OK, donc c'est vraiment encore une fois la visualisation qui t'a aidé Oui. à un peu dédramatiser, encore une fois les peurs, Oui. tout ce qu'on peut s'imaginer, qui pourrait se Mmh. passer. C'est très intéressant, c'est un bel outil, Ouais. je Puis pense. c'est drôle parce qu'il y a des peurs qui surviennent aussi durant une traversée comme ça. Tu sais, moi, à un moment donné, je l'avais dit à un journaliste, puis ça avait passé dans le journal, puis ma sœur m'avait appelé en pleurant: «Tu as peur de ça? Pourquoi tu as dit ça au journaliste? Là, les enfants, ils ont peur». Fait que j'avais peur, tu sais, je me disais: «Mon Dieu, tu sais, qu'est-ce qui arrive si, il y a des extraterrestres qui arrivent puis qui m'enlèvent? Tu sais, il va juste rester mon bateau, personne ne va savoir ce qui m'est arrivé, tu sais. J'ai pas de témoins, je peux pas mettre des caméras en tout temps. Mon Dieu, qu'est-ce Mmh. qui» fait que des fois, quand on est dans un milieu hostile, il y a des peurs comme ça, tu sais, comme Irrationnel. loufoques, irrationnelles qui surviennent. Puis là, il faut apprendre à OK, ben là, il faut que je compose avec cette peur-là, parce qu'elle est vraiment là. Ça fait 3 jours, j'y pense. Puis là, j'ai comme peur quand je vois de la lumière dehors. Puis OK, ben là, il faut que je reconnaisse que, tu sais, c'est une peur qui est irrationnelle, mais il faut que, tu sais, il Ouais, faut je que comprends. j'en parle, puis que j'essaye de sortir ça de ma tête, tu sais. Ah, c'est super intéressant et moi, je m'imaginais, quand voilà, j'imaginais ton tracé, il y a ce moment où tu es, on va dire, entre les 2 continents et tu es vraiment au milieu, on va dire. Est-ce que enfin, pour moi, ça me procurerait vraiment une grosse angoisse de me dire que je suis vraiment au milieu, de l'océan, j'ai fait la moitié. Est-ce que tu as eu ce genre de peurs qui te sont venues? Pas vraiment. La seule chose, non, j'avais pas parce qu'il faut dire que tu sais, quand tu t'embarques là-dedans, c'est pas parce que tu as peur de ça, puis tu Mmh. sais, ces émotions-là, tu sais, tu es prête à y faire face, les petits moments de panique qui peuvent survenir et tout. Fait que moi, j'ai jamais, non, je me tu sais, puis là-bas, je me sentais quand même chez moi, tu sais, mon OK. bateau, mon antre, mon habitacle, le ventre de mon bateau, tu sais, je me sentais vraiment chez moi. Fait que non, ça m'a jamais vraiment fait peur. C'est sûr qu'à un moment donné, à plusieurs moments, quand j'étais sur des houles énormes de, tu sais, 12 mètres, Oui. c'est des vagues super longues, là. J'étais en haut, je sortais sur le pont, je me tenais sur les garde-fous, puis je voyais l'horizon. J'avais jamais vu aussi loin de toute ma vie, donc je me disais: «OK, je suis là-dedans». Mmh, C'est à ces moments-là que tu t'es rendu compte de ouais. l'endroit où tu étais? Parce que quand tu es très haut, tu vois très loin, puis là, Oui, je me disais comme: «Ah ouais, je suis vraiment là-dedans, là, c'est pas comme un rêve». Puis moi, j'aime oui. beaucoup, tu sais, la physique quantique et tout, puis j'ai Mmh beaucoup mh. lu là-dessus, puis je me dis: «Ah ouais, mais c'est peut-être juste une
La comment ils appellent ça? pression ou Ouais, tu sais, une, film ou tu sais, voyons, comment est-ce qu'on appelle ça en physique quantique? C'est un truc virtuel, là, tu sais, mmh. c'est une dramatisation, c'est Ouais, comme un ouais, ouais. programme, là, qui joue. Fait que, tu sais, des fois, je me disais ça parce que je me disais, ça peut paraître angoissant de voir toutes ces vagues autour de moi, puis toute cette Ouais. présence, cette énorme quantité d'eau autour de moi. Puis il y a des choses qui me faisaient vraiment plus peur, c'est drôle. Tu sais, quand je voyais des déchets plastiques, quand je voyais des déchets nautiques, des filets de pêche, puis je voyais tellement de présence d'animaux, j'avais plus peur à cause de ça OK. que pour ma petite personne. Ça, c'est vraiment revenu très régulièrement durant la Mmh. traversée. Tu sais, je voyais des quantités de déchets, puis je me disais, j'étais plus angoissée puis anxieuse par rapport à ça. «Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mon Dieu, mais Ouais. pourquoi il y en a autant? Puis je comprends pas, mais qu'est-ce que je peux faire?» Puis j'en ai parlé beaucoup, tu sais, j'ai beaucoup travaillé dans plein d'organismes, tu sais, qui veillent à la protection des océans puis à la Oui. communication de tout ça. Puis ça me faisait presque plus peur finalement parce que ma petite personne, tu sais, tu te rends compte à quel point on est très insignifiant, tu sais, quand tu es seul Mmh. face à la nature. Puis ça, même si c'est tout petit, les morceaux de plastique, puis tu envoies juste un à la fois ou tu envoies une batch à la fois, mais c'est comme si ça, c'était beaucoup plus grand que moi, puis ça me faisait plus peur. Je C'était comprends, oui. vraiment, des moments Ouais. que j'avais beaucoup de difficulté à composer avec ça, ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que ça t'a sensibilisé aussi, à ce côté-là, la protection de l'environnement, de l'océan, des déchets, tout ça? Ben, c'est plus durant ma première aventure là, que j'ai OK. décidé que j'ai été, sensibilisée, Mmh. en 2010. Puis, au large du Maroc, quand on était partis, tu sais, il y avait eu comme pas des floods là, mais pas un ouragan, mais en tout cas, les eaux avaient monté. Je sais plus c'est quoi le Ouais, nom ouais. de ce phénomène-là, OK. mais, il y avait eu comme un peu comme des inondations, donc tous les déchets, il y avait tellement de déchets sur le bord sur les berges et tout. Puis, ça m'avait vraiment choquée, mais j'étais très consciente de ce problème-là. Mais, c'était pas même pas tant la quantité de déchets, que en fait, au début de l'aventure, on était 6, mais on était 6 jusqu'à la fin. Mais au début de l'aventure, sur les 6, tout le monde était outré de la présence des déchets. Puis plus le bateau avançait, mais il y a certains gars avec qui j'étais qui disaient: «Arrête de parler de ça, là, c'est fatigant, là, on peut rien Ah! faire de toute façon», tu sais? OK. Et c'est cette réaction-là qui me faisait plus peur. Donc ça me dérangeait plus de banaliser la problématique, puis de faire: «On peut rien faire, puis rien ne va plus, tu sais, de toute façon», que les déchets en tant que tels, ouais. C'était Mmh. vraiment l'attitude face à ça qui me dérangeait. Très intéressant parce qu'on peut le retrouver un petit peu aujourd'hui. Évidemment, on est même mondialement sensibilisé à ça, on le sait, il y a tellement Ouais. de problèmes liés à ça. Mais, pour revenir à ta traversée, hem, donc pareil au niveau, tu disais que tu y avait la possibilité de voir des requins, il y avait, qu'est-ce que tu as vu comme, faune, on va dire? Ouais, ben, j'ai vu, mon Dieu, des baleines, Mmh. poissons, cet énorme poisson bizarre beige, là, je pense que c'est un poisson lune, là, comme un rond, c'est vraiment bizarre, Ouais, ouais. de côté, là, qui était venu me voir à la surface de l'eau, une tortue. J'ai même vu un genre de serpent de mer, c'était vraiment particulier. OK. Ouais, un truc assez, que je parlais à la fille qui me suivait, spécialiste des mammifères marins, puis j'ai expliqué c'était quoi, puis elle disait: non, je vois pas du tout ce que tu as vu». Qu'est-ce que c'est que Mais tu on as vu? dirait comme un mirage ou tu sais, ça avait comme 20 pieds de long, puis ça faisait vraiment ça vers Ah moi, ouais, puis tu sais, c'était quoi? Puis elle me disait: «Ben, je vois pas là, je les connais pas tous, moi, c'est plus les mammifères que je connais», donc je me disais: «OK, ben merci». Alors, c'était spécial de savoir que c'était la personne à qui je parlais, savait ouais. pas de Je quoi je savais même parlais. pas qu'est-ce que c'était. Ouais, ouais. Et Donc d'ailleurs, toutes sortes de jellyfish aussi qui peuvent être très dangereux là, que j'ai vus régulièrement aussi, OK. ouais. Et parce que tu disais que tu avais peur de l'eau, est-ce que, la peur, mettons de voir une baleine sous ton bateau, ça en faisait partie? Pas Non, pas tant? tant, mais c'est sûr que c'est très impressionnant quand on les voit s'approcher rapidement, tu sais, quand on en voit beaucoup aussi, là. Donc baleine, dauphin, c'était très, très, présent. Mmh. Puis, non, c'est la baleine bleue que j'ai vue qui m'a quand même approchée. Ouais. C'était pas approchée si proche, là, mais quand même passée près de mon embarcation. Mmh. Puis elle a comme bifurqué. En tout cas, ce que je voyais, là, c'est qu'elle a changé de direction, elle est venue me voir, puis elle a continué son chemin. Donc, le moment entre, OK, je la vois à l'horizon, puis «Ah, je pense qu'elle vient me voir» et elle s'en retourne, ça a été comme un moment où je me suis dit: «Mon Dieu, elle est quand même grosse». Puis ce qui Ouais. m'impressionnait, c'est qu'elle déplace pas tant d'eau que ça, tu sais. Elle fait Mmh. pas de grosses vagues ou c'est tellement doux, c'est voluptueux, c'est immense, tu sais, très calme et tout. Puis il y a des plus petites baleines qui s'énervent, qui sont super, OK, ouais, tout est ouais. différent. Mmh. Et elle m'inspirait, beaucoup de confiance puis de contenu aussi, de
de constance ou Ouais. comment De dire, paix peut-être? ouais, de paix aussi, ouais. Mmh. Ah, peut-être. Non, c'est intéressant Donc, ouais, et surtout les oiseaux aussi, j'en parle souvent parce et que oui. les gens pensent, qu'il y a presque pas d'oiseaux en haute mer, mais il y en a moi, en tout cas, j'en ai vu à tous les jours, là, fait que Ah oui, c'est bon à ouais, savoir et ouais. il me semble que tu participais à une recherche scientifique? Oui, c'est ça. C'était, en fait, je recueillais des informations pour voir si, il y avait possibilité, éventuellement de faire une recherche, tu sais, on m'a donné un hydrophone, on a installé Oui. ça sur mon bateau, puis on m'a dit: «Ben, reviens avec des données, là, le plus que tu es capable». On a eu des petits problèmes parce que j'arrivais pas à enregistrer, sans qu'il y ait de bruit parasite sur l'embarcation, les vagues, la météo était pas assez bonne pour faire beaucoup d'enregistrements, mais on avait quand même, des pas pires enregistrements, ouais. OK. J'entendais des levées sismiques au sud de Terre-Neuve, donc tu sais, des levées sismiques, c'est ce qu'ils font pour, voir s'il n'y a pas des nappes de pétrole, là, Mmh des mh. pétrole. Donc j'entendais ça, j'entendais des conversations des chants de baleines, des chants Ah oui. ouais, En fait, c'est ça, tu pouvais écouter ce qui se passait sous l'eau ouais finalement. Mmh. et puis il y avait toujours du bruit, en fait. C'est un peu ça que ça m'a permis, que ça a j'ai pu permettre ça, tu sais, c'est de constater qu'il y a pas aucun endroit où il y a pas de bruit, c'est en tout cas que j'ai visité, là, il y a pas d'endroit où il y a pas de bruit, Oui, ouais. c'est ça. Même C'est sous l'eau, brillant, là, sous l'océan. Puis tu sais, c'est ça, puis les gens pensent souvent, tu sais, l'océan, c'est un grand désert, mais tu sais, même le désert, c'est extrêmement vivant, là, Mmh mh. il y a de la vie partout. Mais en mer, là, c'est incroyable, surtout à la pleine lune, là, tu es jamais Ah seul. ouais. Incroyable, là, c'est la fiesta à la pleine lune, là, les poissons qui sautent, les poissons volants, c'est tellement impressionnant. Waouh, faut vraiment le vivre, hein, ça doit être, Ah oui, ça doit oui, être génial. ouais. Puis aussi, tu sais, la quantité aussi de, tu sais, de baleines ou de variétés ou tu sais, puis on dirait que quand tu les vois, puis tu sais, tu vois, ben, c'est les gens pensent que c'est toujours la même chose, mais tu sais, c'est tellement toujours différent, la couleur de l'eau, couleur du ciel, les vagues, la forme des vagues, le vent, tu sais, c'est tellement toujours différent. Puis là, soudainement, quand tu vois quelque chose survenir dans ton environnement, tu peux très facilement pointer: «Ah, il y a quelque chose là. OK, ah oui, tiens, c'est un mammifère qui sort la queue» ou, puis on dirait que tu ressens comme pas la même énergie par rapport, tu sais, un banc de dauphins, ça Oui. m'apparaissait toujours super impatient, Ah là, des oui. dauphins, puis super snob. Il venait me voir, puis il faisait comme: «Ah, OK, tu pas assez vite, on s'en va». Tu sais? Il plongeait dans mon étrave, puis il faisait comme: «OK, là, elle est pas assez vite, elle», tu sais? Mais tandis que les globicéphales, eux autres qui venaient, puis tu sais, ils m'arrosaient, ils étaient joueurs, puis les dauphins, ils m'avaient jamais donné cette impression-là avant, donc c'était vraiment, vraiment spécial, Ah, ouais. c'est chouette Mmh. et du coup, toujours par rapport à ton quotidien sur le bateau, hem, j'aimerais parler un petit peu de l'hygiène, de l'alimentation, de l'adaptation de ton corps aussi. C'est super intéressant parce que finalement, tu étais sur un petit espace réduit. Mmh. Déjà au niveau de l'alimentation, comment est-ce que tu t'es préparée pour ça? Hem, voilà, est-ce que tu as fait appel à, on va dire, un spécialiste? Comment tu as géré ton alimentation? Et aussi, très important, l'eau. Comment tu t'approvisionnais en eau? Ben, c'est bon, moi, j'avais un préparateur, un nutritionniste qui était OK. basé, en France, Mathieu Lainé. Lui Mmh. m'avait fait des tableaux et tout, il était super gentil, tu sais, bénévole et tout, puis il m'avait dit: «Bon, ben, selon moi, tu sais, tes apports caloriques, selon ton poids, ta Mmh. taille», il m'avait tout préparé, un gros fichier Excel et ensuite, il y a, Christine Chénard, au Québec qui m'a, en fait, vendu le la nourriture lyophilisée, donc séchée à froid, mais elle partait son entreprise avec, son conjoint à l'époque, avec Guy Dubuc. Donc les 2 ils m'ont fait là, le prix au coste, là, tu sais, ils m'ont OK. presque donné la bouffe et puis, donc je suis partie avec, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de choses. Je mangeais vraiment mieux en mer que toutes les années de préparation avant le départ, là, tu sais, j'ai vraiment mieux mangé, là, c'était un festin à tous les jours, là, OK. donc Tu étais pas malheureuse à ce niveau-là? ah non, non, j'étais malheureuse dans les années de préparation, mais pas en mer, non. Ouais, C'est j'imagine. drôle parce que, tu sais, en mer, j'en ai même trop emmené et puis c'était Mmh. spécial parce que l'hiver, avant de partir, c'était tellement difficile financièrement que je mangeais pas à ma faim, tu sais, je pouvais OK. manger, 800 calories par jour, tu sais, puis j'arrivais pas à manger, j'étais trop pauvre. Mmh. Puis, je me rappelle de, tu sais, d'avoir reçu des boîtes de bar tendres, tu sais, de me les être procurées auprès d'entreprises qui font, des barres tendres et tout. Puis, je les avais dans mon salon, puis j'avais faim, puis je me disais: «Non, ça, c'est pour ta traversée parce que Ah si ouais. en mer, tu en manques, tu vas». Puis j'avais une voisine qui m'invitait, Elisabeth et Martin, ils m'invitaient toujours à manger, tu sais, j'avais un coloc vraiment sympathique qui me donnait, OK.
il me cuisinait des trucs, puis, tu sais, j'arrivais à manger un peu, mais je manquais vraiment, vraiment d'argent, puis j'étais très pauvre. Tu sais, je faisais comme OK. 5 000 $ par année les années avant mon départ, donc c'était OK. vraiment difficile. J'avais pas de subvention non plus, tu sais, fait que c'était vraiment difficile aussi de demander de l'aide dans cette période-là parce que Mmh. ça pouvait décourager les gens qui m'aidaient, tu sais, les gens autour de moi dans ma famille, ça pouvait les inquiéter, puis ça pouvait vraiment, je pouvais perdre la crédibilité aussi, tu sais, dans le OK. projet, donc c'était difficile de demander de l'aide. Puis ça pour dire qu'en mer, j'ai jamais manqué de nourriture, donc je trouvais ça ridicule parce que des fois, je me disais: «Ben voyons, j'avais tellement peur d'en manquer, j'ai tellement manqué de nourriture les 2 dernières années avant mon Ouais. départ que j'en ai beaucoup trop apporté». Puis tu sais, je mangeais la moitié d'une barre-tendre, je jetais tu sais, ce qui se consomme, là, tu sais, Ouais. dans l'eau, des fois, parce que j'étais plus capable d'en manger, puis j'avais plus faim, tu sais, puis je conservais tous mes déchets à bord, mais tu sais, puis les barres-tendres, les poissons se pitchaient là-dessus, là, c'était Ah comme ouais. ah ouais, c'était fou, ça restait même pas, là, en 1 mètre, là, c'était fini, Mmh. tu sais, donc je trouvais ça ridicule parce que je me disais: «Mon Dieu, mais je me suis privée de manger pendant des années, puis maintenant, tu sais, je jette des Il y bouts en de a limite barre-tendre à l'eau trop, parce que c'est je suis ouais. capable d'en manger», tu sais? Donc c'est ça, fait que la nourriture, ça se passait quand même bien. Tu sais, moi, pour éviter les déchets, puis en fait, que ça sente mauvais à bord du bateau, ce Oui. que je faisais, c'est que plutôt que de puis ça a coûté moins cher aussi, plutôt que, tu sais, ces fameux sachets d'aventure, là, qu'on met debout, qu'on verse de l'eau bouillante dedans, ben Oui. moi, Christine et Guy me les avaient pas fournis parce que je voulais pas, faire trop de déchets, puis c'est des plastiques difficilement, recyclables aussi. Ouais. Donc moi, je transvidais le petit sac Ziploc, beaucoup plus petit, dans ma cocotte. Je Mmh. faisais bouillir de l'eau qui était dessalinée, que je faisais à partir du dessalinisateur d'eau. Donc c'est un OK. appareil, qui donne 35 litres d'eau à l'heure, là, donc Ce j'ai qui te jamais permettait de boire, au exact, quotidien. de boire Mmh. de l'eau, ouais, à Parfait. tous les jours. Puis, donc je faisais bouillir de l'eau, je transvidais la nourriture dans cette cocotte-là. C'était un jet boil, là, donc qui Mmh. était Ouais. accroché sur un cardan, là, vraiment. On avait dessiné un cardan, pour qu'il puisse conserver une position invariable, peu importe l'incidence des vagues sur le bateau. Puis, ben là, je cuisinais, je fermais la cocotte. Puis après 8, 10 minutes, 12 minutes, dépendamment de la recette, là, je pouvais manger directement dans la cocotte. Et ben, tu sais, je roulais mes sacs, puis là, ils étaient pas humides, donc ça sentait moins mauvais parce que, Mmh. tu sais, ça pouvait laisser des dépôts de nourriture humides, puis ça aurait pu moisir, Fait que c'était plus facile de gérer les déchets comme ça. Et puis, je lavais ma cocotte, dans la mer, je la trempais, puis, j'enlevais les résidus de nourriture, OK. mais, tu sais, je mettais pas de savon à tous les jours et tout ça, là, dans ma cocotte parce que tu sais, de toute façon, il y a de l'eau de mer partout sur le bateau. Oui. Ça vaut pas la peine de, tu sais, assécher mes mains, utiliser du savon, c'est pas super bon pour l'environnement non plus. Mmh. Fait une fois par semaine, tu sais, je lavais la cocotte vraiment là, de fond en comble, là, mais tu sais, sinon, c'était OK. vraiment comme ça. Fait que, tu sais, j'avais aussi, 2 petites chaudières, donc une pour la toilette, puis une pour me Mmh. laver, donc laver mes vêtements, faire la vaisselle si j'en avais besoin. OK. Donc j'allais sur la toilette sur un seau, je mettais de l'eau dans le seau tout simplement, puis je flushais dans Mmh. l'océan. Les pipis, c'était plus simple, là, c'était un petit pot avec un couvercle, là, donc même si OK. ça brassait, je pouvais aller aux toilettes puis, laisser ça dans le pot puis le lancer dehors Ouais, quand une ouais. vague me le permettait. Et puis, sinon, puis l'hygiène, tu sais, corporelle, ben, c'était des lingettes de bébé, Mmh. biodégradables, que je me lavais les aisselles, les parties, tu sais, puis tout ce Ouais, qui ouais. tous les raccoins, tu sais, une fois de temps en temps, mais tu sais, on se lave beaucoup trop sur terre, là, tu sais, on se rend compte à quel point Tu te rends c'est compte, pas oui, oui. essentiel. Moi, je me suis toujours dit: «Pourquoi on se laverait, tu sais, cette peau-là, tu sais, avec du savon?» Tu sais, il y a tellement de parties de notre corps qui a pas besoin d'être lavées à tous les jours, tu Ouais. sais. Frotter avec du savon, oui, hein, partout, OK, c'est comment ouais, c'est vraiment essentiel, tu sais. Fait que quand tu es en mer, de toute façon, tu sais, ton bateau est sale, ton linge est sale. Pourquoi est-ce que je me laverais pour me ressalir tout de suite? Fait que C'est je me ça. faisais un bon bain aux 10 jours, là, tu sais, avec ma chaudière remplie d'eau chaude, là, tu sais, puis du savon, puis là, je me savonnais, je lavais mes cheveux, mais sinon, ouais, je me lavais pas, C'est ça. pas C'est comme quand tu pars en randonnée sur plusieurs jours, ben oui, ton pantalon il est sale, tu mets le même, tu es là pour 3 jours, bon beh, tu ah fais oui. avec. Mais ma première traversée, je me rappelle, c'est encore mon top de maillot de bain, en fait, que j'utilise encore Mmh. aujourd'hui. C'est une camisole avec comme une brassière intégrée. Puis je me rappelle, on était au jour 12. Et puis là, j'avais dit au gars: «Hey, ça fait-tu 12 jours que j'ai la même camisole?» Puis là, il m'avait dit comme: «Ouais, moi, j'ai les mêmes, boxers». Puis: «Ah, moi, j'ai les mêmes». «OK, fait que je suis comme normale. OK, c'est bon». Puis là, C'est bon. j'avais comme réalisé: «Ouais, mais il y a du monde qui ont pas d'argent dans la vie puis qui portent les mêmes vêtements, là». Il Ouais. y a des gens, tu sais, sur la planète, en Inde, là,
peux pas croire qu'ils ont tous un garde-robe de 50 morceaux, là. Tu sais, il y a plein de monde, c'est nous qui sommes anormaux de se On se changer à croit tous les jours. sale au bout de Ouais, 2 tu sais, heures, alors alors je que porte un t-shirt puis j'ai un peu transpiré dedans pendant 6 heures, je vais le laver. Voyons donc, c'est quoi là, cette ouais, surutilisation d'eau-là puis de voyons donc, tu sais? Fait que je me rappelle avoir eu des discussions à propos de ça avec, les gars dans mon bateau en 2010, puis il y en avait 2 qui avaient fait l'armée, puis lui, il riait puis il se disait: «Mais voyons donc, si tu penses que dans l'armée, on est en Afghanistan, tu sais, notre eau est rationnée, si tu penses qu'on se lavait, il fallait juste être rasé». Tu sais, ça, les soldats qui mmh comme prêts, tu sais, rasés, mais il y a tu sais, il y a des aberrations, des choses auxquelles on pense puis on se dit: «Mon Dieu, il faut vraiment se laver à tous les jours?» C'est vraiment ouais, c'est ça, quand tu sors de ton quotidien, mettons, quand tu vis en ville ou Ouais, quand tu es dans ta petite maison et que tu sors et que tu pars randonner, tu pars en bateau, c'est là que tu te dis: «Bah, pourquoi on fait ça autant? Pourquoi?» Tu t'en rends compte, dans ces moments-là, c'est vraiment bien. ouais, c'est drôle, ouais. Puis quand C'est tu reviens, tu t'adaptes assez facilement à ce dans quoi, ouais. ouais, ouais, c'est ça. Mais l'un dans l'autre, je trouve que tu t'adaptes bien quand même, dès que tu sors de on va dire, de ta zone de confort à ce niveau-là, beh, tu que ça donc tu fais, tu continues de vivre, tu peux pas t'arrêter juste parce que, ton t-shirt est un peu sale. Eh Et à oui, l'inverse, c'est quand vrai. tu reviens dans ton confort, bon, beh, tu l'as, alors tu en profites un maximum du coup, Oui, c'est vrai. même encore Et puis, plus. tu sais, je pense que quand on est dans le confort, tu sais, en ville ou tu sais, comme toi, moi, présentement, Mmh mh. on est à l'abri, il pleut pas dans la maison, on a une Mmh mh. laveuse-sécheuse probablement à Mmh. proximité, une poêle, un frigo, tu sais. C'est ça. Donc, je pense que la facilité, c'est comme un piège parce que comme c'est facile, on le fait, mais là, on s'embourbe de plein de tâches parce que c'est facile, on le fait, tu sais. C'est Donc ça. c'est vraiment particulier, ouais. Tu sais, puis moi, je me rappelle, là, par exemple, quand j'ai eu mon bébé, il y a 22 mois, Ouais. mais mon bébé, mais dans les premiers jours, la sage-femme nous avait dit: «Tu es pas obligé de le laver, hein, plus longtemps que tu vas le laisser avec sa peau, puis Ouais. comme son plus mieux c'est». Puis à un moment donné, on s'était rendu compte qu'il y avait 20 jours, puis qu'on l'avait jamais lavé, puis on s'était dit: «Ah ben, on va comme OK, c'est l'événement, on le lave», tu sais, sur la table de la cuisine avec le truc, tu sais. Là, on se disait comme: «Mais non», mais puis il était comme pas sale, tu sais, parce qu'un bébé, Et c'est comme ouais. ça rentre pas par terre encore à 2 Non, c'est semaines, ça. tu sais, Mmh. puis on se disait: «Mon Dieu, mais c'est particulier, tu sais, c'est où dans le développement, tu sais, dans l'humain, dans l'histoire qu'on s'est dit: "On lave les bébés à tous les jours, c'est C'est super ça. important", tu sais?» Quand dans les faits, ça leur enlève toutes les bactéries qui sont Mmh mh. essentielles pour leur développement, puis tu sais, ça les stérilise quasiment, puis tu sais, ils peuvent pas là, tu sais, c'est Ouais, pas ouais. super pour eux, tu sais. Fait que ça m'avait fait réaliser ça aussi. L'aventure d'être maman, c'est aussi une grosse Ouais. randonnée un peu trash les premiers jours, Ouais, puis j'imagine. ouais. Ah mais c'est super intéressant et oui, bah, pour parler, aussi, de ton comment ton corps s'est adapté, donc tu ramais, c'était un système de rameur, qui bougeait, je sais pas comment on appelle ça, mais Ouais, ouais, c'est presque comme un rameur. Ouais. ouais, donc c'est ça, donc finalement tu avais une activité physique quand même quand tu Ouais, ramais, oui, c'est super hem, physique, ouais. donc tu sais, j'ai l'impression qu'on peut s'imaginer que quand on est sur un bateau, on va un peu manquer, voilà, de place pour marcher, pour, avoir les jambes actives, tu vois? Comment ton corps s'est adapté? Est-ce que tu as senti des choses que tu avais pas anticipées ou Non, en fait, puis c'est drôle parce que je le savais à quel point ça pouvait être difficile, tu sais, au niveau de l'équilibre, la nausée, tout ça, tu sais, puis ça ouais. s'est quand même bien placé, pour ça. Mais, en 2010, quand je l'avais fait avec les gars, ben, c'était plus facile. Même si je ramais 2 heures, je me reposais 2 heures, je ramais 2 heures, je me reposais 2 heures parce que Mmh. il y avait une rigueur qui était obligatoire parce qu'on s'était mis une pression de le faire rapidement. C'était l'objectif. Puis à 6, il y a que 3 places pour se reposer, puis 3 places pour ramer. Donc, il faut que le bateau avance 24 heures sur Ouais. 24. Donc, tout le monde le faisait. Donc, parce que tout le monde le faisait, c'était facile d'entrer dans la danse puis de le faire comme tout le monde. Mais, puis aussi, là, tu me parlais aussi de l'adaptation du corps. J'avais Mmh. été surprise de voir à quel point, mon Dieu, mais mon corps s'adapte super vite à lui demander une aussi grande charge de travail. Ce Mmh. que mon corps avait pas considéré, ben, je le savais que ça allait être difficile, mais je ne savais pas à quel point. Ça, je pense qu'il faut le vivre faut Ouais. l'expérimenter pour, c'était la fatigue. En 2010, tu sais, j'ai halluciné, plein de choses parce que je dormais pas assez. Tu sais, je dormais des 4 heures, 5 heures par jour parce que dans ton 2 heures de repos, il faut que tu bouffes, il faut que tu écrives ton courriel, il faut que tu donnes une entrevue. Après ça, il faut que tu, refasses tes pansements parce que tu as des ampoules. Ouais. Là, j'étais celle qui s'occupait des pansements des autres. «Ah, tu t'en vas te coucher? Ah non, j'ai veux que tu fasses mon pansement». Puis
sais, donc c'était horrible à quel point j'avais pas assez dormi, puis j'avais eu des hallucinations visuelles, Ah ouais. auditives. C'était vraiment difficile. Ah oui, à ce point, tu as été Ouais, ouais, fatiguée ouais, à ce ouais. point Ouais, d'avoir... chacun d'entre nous, on a vécu ça. Puis je savais, tu sais, pour avoir suivi plusieurs navigateurs, tu sais, par exemple, des Vendée Globistes, tu sais, ceux qui font le Vendée Globe, tu sais, j'avais entendu à un moment donné un gars qui avait dit, ben voyons, il y a un chat avec moi sur le bateau. Puis c'était comme normal. Puis à un moment donné, ben il s'est bien reposé. Puis après, comme une bonne secousse, il a regardé par terre. Puis il a dit comme, mais pourquoi il y a de la bouffe par terre? Ah oui, j'ai nourri le chat hier, tu sais. Fait que, Ok. c'est dit: «Ah OK». Fait que j'étais vraiment puis quand tu hallucines, c'est tout à fait normal ce que tu vois. Donc, moi, je me rappelle, tu sais, d'avoir entendu des chiens de traîneau, puis qu'on se faisait dépasser par des courses de chiens de traîneau autour de nous, puis je racontais aux gars: «Ils nous dépassent, vite, il faut aller plus vite». Puis les autres disaient: «Ben voyons, de quoi elle parle?» Tu sais, puis je parlais en français, puis les autres ne parlaient pas français, puis ils disaient: «Mais de quoi elle parle?» Puis là, je prenais mes jumelles, puis je regardais à l'horizon, puis je disais: «Non, ils sont là, il faut les dépasser». Puis là, ben, ils m'ont comme calmée, ils m'ont dit comme: «OK, je pense qu'il faut que tu dormes, là. Les prochaines 2 heures, tu vas vraiment te reposer». Puis on a tous eu nos moments comme ça où est-ce que, on était persuadés de voir quelque chose. Donc ça moi, je pense que ça explique beaucoup de dispersion en mer aussi, tu sais, des Mhm. des gens qui vont dire: «Ah, il y a une terre là», puis qui sautent dans l'eau pour nager là, tu sais, je suis persuadée que ça explique plusieurs, dispersions. Ouais. Quand ça arrive là, tu es persuadé, moi là, j'entendais vraiment les chiens, puis ça me réveillait là, puis tu sais, Mhm. si, les chiens avaient été à côté du bateau, je serais sortie pour les flatter ou tu sais pour c'était vraiment impressionnant. Donc ça, mon corps, c'est jamais ça, c'est vraiment, j'étais pas adaptée au manque de sommeil. Mais dans ma première traversée en solo, le première aventure en solo que j'avais fait, c'était 9 jours, entre, la Gaspésie puis les îles de la Madeleine et là, j'ai pu dormir et ensuite l'autre traversée, c'était la traversée de 129 jours et là, j'ai pas eu d'hallucination, mais ce à quoi mon corps ne s'est jamais vraiment adapté, c'était plus d'être enfermé longtemps. Parce Mhm. que ramer des bonnes quantités d'heures, tu sais, on oublie que notre corps est dessiné pour le mouvement, mais on n'est pas dessiné pour ne pas bouger. Tu sais, si on Mhm. avait été dessiné pour pas bouger, on aurait eu un cœur comme une marmotte tu sais, qui bat ses battements cardiaques tout l'hiver, puis qui réduit, il y a plein d'animaux, là, tu sais, qui sont faits pour ne pas bouger tout l'hiver, mais on n'a pas cette physionomie-là, Ouais. tu sais. Donc, pendant des tempêtes, là, ah mon Dieu, d'être attachée à ma cabine avec mon casque, mon ordinateur portable attaché sur moi, mal au cou, j'essayais de me faire des coussins, j'essayais de travailler. C'était horrible à quel point j'avais des courbatures. J'avais les coudes enflés parce que j'étais trop souvent sur les coudes dans ma cabine. Ah oui. Tu sais, mon corps n'est pas fait pour ça. Donc Mhm. ça, m'adapter à l'immobilité puis au confinement dans mon habitacle, ça, c'était vraiment plus difficile que de m'adapter à 18 heures, 10 heures, 8 heures, 7 heures de Mhm. rame, plusieurs jours de suite. Ah, tu as mieux vécu finalement la Ouais, charge de mouvement plutôt ouais, que l'immobilisation. Ouais. ouais, exact, Ah, ouais. c'est intéressant. Ok. Et on a parlé voilà, de tout ce qui était les peurs, le risque, mais on va parler aussi des moments forts, tant on va dire positifs que négatifs, même si on peut les qualifier d'autres façons. Mais je sais que tu as croisé le Queen Mary 2. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'était super, en fait, c'était puis tu sais, je peux dire aujourd'hui encore que c'est un des plus beaux moments de ma vie parce que Mm. bien que quand mon enfant est né, c'était un des moments les plus émouvants de ma vie, mais j'étais un peu trop, Ouais. j'avais dû faire un peu plus. Donc, mais la rencontre avec le Queen Mary, c'est quelque chose d'inespéré, c'est quelque chose Mhm. de tellement surréel, tu sais, de voir ce bateau-là arriver. J'ai toujours des frissons quand j'y pense, là. Puis ça, Oh. c'est un des ballots, en fait, qu'ils m'ont remis. Ok. Heu, ils m'ont donné des ballots étanches. Je vais te montrer un des ballots. Donc, il y avait 5 ballots dans lesquels, ben, il y avait un message sur chacun des ballots. Donc, on voit Oh, «With love from the officers, crew and guests of Queen Mary 2». Ici, c'est super. QM2. Donc, c'était vraiment cool parce que, tu sais, ils se sont pas contentés de me prêter un téléphone satellite. Ils m'ont donné plein de friandises. Tu sais, j'avais pas besoin, genre, de viennoiserie. Puis là, ils me demandaient: «Qu'est-ce que tu veux? Du pain au chocolat, on a des croissants aux amandes». Puis «OK, je veux tout ça». Tu sais, Waouh. c'était ça a vraiment changé mon régime alimentaire. Puis, tu sais, ils m'ont écrit des messages, ils m'ont chanté des chansons, tu sais, ils m'ont fait des hip hip hip. C'était vraiment une rencontre incroyable. Puis, tu sais, c'est un moment auquel je fais tellement référence souvent dans mon quotidien, Mhm. dans mes conférences. Puis, tu sais, à quel point moi, j'aime beaucoup dire que c'est le résultat d'un. Tu sais, le Queen Mary, c'est le résultat d'une bonne posture mentale. Parce que Mhm.
quand on a fait face à l'ouragan que j'ai rencontré sur l'océan, tu sais, moi, j'ai beaucoup choisi de travailler avec l'humour pour être capable d'accepter ça. Oui. Puis mon équipe au sol, c'est parti d'une farce, tout ça. Tu sais, eux autres qui ont dit: «On va appeler, hey, on essaye». On appelle à bord du Queen Mary, tu sais. Donc OK. s'il n'y avait pas eu, je pense, cet humour-là qui était toujours comme prédominant dans l'équipe au sol, puis cette posture mentale-là dans laquelle on s'écœurait pas, puis on était comme: «Ah oui, OK, c'est une bonne solution, on essaie», tu sais. Bien, on n'aurait pas pu vivre ce moment fort-là. Donc, c'est le résultat d'une bonne posture mentale, puis d'une posture de coopération, puis Mmh. de tu sais, de camaraderie aussi, je pense, c'est ça, c'est important de le mentionner. Puis, tu sais, la personne qui a pensé à ça, c'était Hermel, mais après, il y a Dominique qui a appelé à bord, il y a Jean-Pierre, son fils, qui a dit: «Oui, oui, c'est une bonne idée, on y va, on le fait». Puis après, ben, ça a été rendu possible parce que c'est mon équipe qui m'a envoyé ça, tu sais. Puis, Waouh. ouais, Mais donc j'imagine, tu devais te sentir tellement petite, à côté de ce géant, en oui, plein puis c'était océan. vraiment incroyable à quel point j'étais pas seule à ce moment-là. Je me disais: «Mais voyons, tu sais, ils sont vraiment quasiment dans mon D'un bateau». coup, ouais, tu avais C'était incroyable, là, l'amour que je recevais, là, puis les tu sais, je les entendais crier, c'était comme, vraiment un moment, très, très fort, oui. waouh, donc un moment positif, on va dire. Et Ah, vraiment. est-ce qu'il y a un moment, que tu qualifierais de négatif qui t'a le plus marqué? En fait, comme j'ai écrit dans mon livre, j'appelle ça le vendredi noir parce que OK. c'est, une personne qui avait un petit peu pataugé, là, dans la préparation avec nous. Cette personne-là avait tenté de nous aider à installer le téléphone satellite, puis les Mmh. courriels et tout, donc elle avait accès à mon courriel. Mais tu sais, peu de personnes pouvaient m'envoyer un courriel parce que un courriel sur téléphone satellite, tu peux pas envoyer une signature, par exemple. Si tu envoies la signature de ton travail, ça bloque, puis ça peut Mmh. coûter 100 là, pour finir par avoir mes courriels, tu sais. Parce que c'est 1,50 la minute, puis s'il y a une petite image de tu sais, un smiley qui bloque, là, tu sais, on peut OK. recommencer les send receive pendant comme 100 minutes, tu sais, ça peut être énorme. Fait qu'il faut vraiment que les gens respectent, qu'ils soient super rigoureux, fait qu'il y a peu de personnes qui ont mon courriel. Donc, je suis en mer, puis là, je reçois puis il y a beaucoup d'anxieux par rapport à mon projet. Tu sais, il y a des marins, des navigateurs, des gens qui connaissent plus ou moins ça. Il y en a qui connaissent pas ça du tout, puis qui pensent Mmh. qu'ils connaissent ça. Et eux, ils vont de plein, plein, plein de conseils, puis d'astuces, puis pourquoi tu fais pas ça de même, tu sais? Puis les gens qui ont traversé à la voile, ne serait-ce que 20 fois l'Atlantique à la voile, ben, ils ont jamais traversé l'Atlantique dans les conditions que je rencontre et avec mon bateau. Donc même Mmh. s'ils vont de conseils, ces conseils-là sont-tu intéressants, tu sais, parce que est-ce qu'ils connaissent mon embarcation? Donc, il y a eu plein de détracteurs, puis il y a eu plein, plein, plein de gens qui se sont comme improvisés, tu sais, des gérants d'estrade. J'aime bien dire des OK. gérants d'estrade. C'est un peu péjoratif, mais c'est parce que c'était vraiment difficile à gérer durant toute l'aventure. Donc, il y a quelqu'un qui avait mon courriel et qui m'a envoyé un courriel qui était très intelligemment écrit. Ça disait, euh, c'était alerte, attends une minute, c'était l'objet du courriel, puis moi, je vois ça apparaître Mmh. mon courriel, c'était: «Alerte, danger imminent, tu vas mourir», tu sais, ah, Quelque c'est chose comme super ça, OK. de m'encourager comme ça. Puis dans son courriel, ben, il allait de plein, plein, plein d'arguments qui disaient, tu sais, si tu montes trop au nord du 48e parallèle, c'est sûr que tu as plus de bateaux qui peuvent venir t'aider. Puis il y avait plein, 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 plein d'arguments qui pouvaient paraître très logiques, mais cette personne-là ne connaissait pas du tout ma route, puis le bateau, tout ça, comme j'ai expliqué il y a quelques instants. Donc, moi, j'étais très fatiguée au moment où j'ai eu le courriel. OK, Quoi donc le nom? Ah, je me rappelle plus dans mon livre, je l'explique bien, là, il y a vraiment l'objet, super. il est bien écrit, puis dans le courriel, c'était littéralement: «Je vais mourir, puis si je déclare pas forfait maintenant, ben, je reverrai plus jamais ma famille, mes amis, mes proches, puis on me retrouvera jamais», tu sais? Fait que ça m'a vraiment, vraiment, vraiment affectée, si bien que j'ai perdu confiance momentanément en mon équipe, parce que cette personne-là, c'est quand même une personne qui est manipulatrice un peu, tu sais, qui est pas toujours bien intentionnée. C'est pas une OK. personne c'est un genre de personne un peu toxique, tu sais, Mmh. qui a pas été une rencontre très positive dans ma vie. Donc que cette OK. personne-là ait accès à mes courriels, puis que là, elle me manipule jusqu'en mer, puis que là, tu sais, il voulait s'investir, dans l'équipe au sol, puis être, ça avait été là, vraiment là, c'était Ouais. littéralement là, la catastrophe, là. J'ai eu OK. peur, j'ai pleuré pendant 24 heures, je voulais plus parler à certains membres de mon équipe au sol: «Pourquoi tu me l'as pas dit? Que c'était dangereux où je m'en allais, je te fais plus confiance». Mmh. C'est super facile de devenir fou en mer, Ouais.
Et j'ai vraiment frisé de devenir folle à ce moment-là. Ça Donc, ouais. ça a été vraiment, vraiment la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée. Puis après ça, ben, on a vraiment resserré les règles autour de moi. Plus personne, de l'extérieur pouvait me contacter. Hem, on a changé les accès de mes courriels parce que la personne avait accès à mes courriels d'une autre façon. Puis là, on a vraiment resserré les règles, puis ils m'ont comme vraiment, protégée, mon équipe au sol à partir de là. Puis j'ai Mmh. un peu refait ma santé par rapport à ça parce que vraiment, ça a eu l'effet d'une bombe dans ma tête, dans mon Ouais. bateau. Tu sais, j'ai failli, là, déclencher ma balise de détresse pour dire: «Venez me chercher», puis tout perdre, là, tu sais. Ouais, tu as eu Donc un sentiment de intense. panique, Ah oui, soudain ça a et vraiment été très difficile, ouais. Donc ah, ça, c'est ça ma a été la pire tempête, c'était celle qui s'est passée dans ma tête, c'est ce que on j'allais l'a te appelé les dire. vendredis noirs, cette étape-là, cette période-là, ouais. Je trouve ça, on va dire marrant que, que justement tu prennes l'exemple de quelque chose qui s'est passé, principalement mentalement et pas physiquement où tu as eu, je sais pas, quelque chose à réparer, sinon tu allais couler, enfin, c'est un exemple fou, mais c'est vraiment, quelque chose d'ordre mental finalement qui a été, un de tes pires souvenirs, c'est très intéressant. Ouais. Ah, c'est vraiment ça, ouais. OK. Donc l'arrivée à Lorient en Mmh. France, donc avec mes petites recherches, j'ai entendu que, comment dire? On s'imagine que quand on a parce que là, tu avais réalisé ton objectif, Ouais. tu es arrivé en France et on s'imagine que tu vas de suite exploser de joie. Tu te dis: «Ça y est, c'est fini, j'ai réalisé ce que je voulais faire», tout ça. Sûrement que tu te l'es dit, mais tu disais, je crois que c'était dans une interview, quelque chose comme ça, que finalement tu pensais être, un peu plus en joie que ce que tu étais au moment présent. En fait, j'aimerais bien que tu nous partages, si tu t'en souviens, les sentiments qui t'ont parcouru, quelles ont été, voilà, tes premières pensées, à cette arrivée-là? Ben, c'est super difficile parce que quand on arrive, c'est comme un spectacle pour notre famille, l'équipe au sol, les amis qui sont là. Puis il y a plein de médias qui sont là, donc il faut comme que tu performes. Tu sais, le Mmh. jour où on est arrivé, il faut que tu sois disponible, tu es super fatigué, tu as de la misère à marcher, tu vois pas clair, tu es dans une expérience ultime là, que tu as jamais vécue. Puis il faut comme que tu te donnes presque en spectacle, puis c'est Mmh mh. jamais assez. Mmh. Tu sais, les médias, ils ont tout le temps comme. Puis c'est correct, je les aime, les médias, c'est mes amis, mais tu réalises pas à quel point tu es comme pas sur la même planète qu'eux autres. Puis là, Ouais. moi, je pensais que j'allais me sentir super bien à l'arrivée, puis finalement, je m'ennuyais de mon bateau, je m'ennuyais de la mer. Mmh. Puis là, je me disais: «Mon Dieu, mais c'est déjà fini, je comprends pas, puis voyons, ça a trop été vite». C'était comme si j'étais dans un rêve, là, c'est super Ouais. foggy, en fait, là, tu sais, c'est comme si tu regardais un film quand tu vis là. Ouais Puis et tu as plus de liberté, il y a plus aucune liberté. Donc je pense que ce qui est difficile à vivre, c'est le clash entre l'ultime liberté, je fais quelque chose, personne ne me voit, j'ai pas besoin de le dire à personne, je rame 2 heures, je rame 3 heures, je regarde le coucher de soleil et tout. Chaque moment, c'est toi qui dirige, c'est toi mmh mh. qui mène la danse, tu mènes le bal, puis là tu arrives et là tu le dois, cette arrivée-là à tout le monde qui sont là pour venir te voir arriver, aux Ouais. médias qui te donnent du temps d'antenne. Il y en a plein, là, j'ai fait 36 heures d'entrevue, 36 heures. Donc tu as eu Donc une certaine pression, de tes ouais. proches, médiatique, tu as eu comme une avalanche d'un petit Ah, peu tout, c'était je me suis j'imagine. avalée. Ouais, c'était vraiment tu sais, quand tu dis, là, je suis arrivée sur la ligne d'arrivée à 5:08, j'ai donné 6 heures d'entrevue téléphonique. Sur le bateau, je dormais comme ça, je parlais au téléphone, je donnais puis j'avais des pauses de 4 minutes, 7 minutes. Des fois, l'autre téléphone satellite qui attendait. Ouais, Je parlais à ouais. Paul Arcand, je parlais à RDI, je parlais à des radios locales. Après ça, j'ai dormi 1h45 et là, je suis arrivée sur la zone de l'arrivée parce que j'ai été remorquée de la ligne d'arrivée à et là, je Oui. pense que c'était comme un il y a plein d'affaires à gérer autour de l'arrivée, là. Il y a eu 3 conférences de presse. Mmh mh. Là, j'ai parlé à mes proches et tout ça, on a comme un peu célébré ensemble et tout. Puis après ça, j'ai recommencé mes entrevues le lendemain matin, comme à 8 heures. J'avais dormi 45 minutes. Ouais. Alors, en 48 heures, je pense que j'avais dormi 2h15. Et puis, j'avais de la misère à répondre aux questions. Je voyais des picots, je voyais des Ouais.
toile autour de moi. Je pleurais pour rien, j'avais de la misère. Je voulais prendre une douche, finalement, on avait oublié le savon, et ça marchait pas. Tu sais, le pool de voile ou est-ce que c'était comme le pôle de voile Lorient, je me rappelle plus quoi, là, ils m'avaient emmenée là-bas, il y avait des douches, les médias m'attendaient. J'étais quasiment tout nue devant ma sœur puis mes 2 copines. J'étais: «OK, bon, il est où le savon? Ah, mais là, on a oublié». OK, ouais, tu étais C'était vraiment, comme: «OK, c'est pas grave, je me rhabille dans mon linge sale, pas de trouble, on s'en va faire la conférence mmh, de presse». C'était on courait, on courait, on courait, on courait, ça arrêtait jamais. Puis aussitôt que j'étais comme dans un moment de repos, là, on est au restaurant, puis «Ah, c'est la rameuse qui vient d'arriver», fait que tout le monde venait me voir. J'avais comme je regardais de loin ma famille qui prenait des bières ensemble, puis je me disais comme: «Je peux-tu juste avoir comme» c'était littéralement là, j'avais pas une minute à moi. Fait que je me sentais comme dépossédée de ma personne, puis oui, ça a oui, été vraiment extrêmement difficile. je comprends. Ça a Mais vraiment est-ce que été c'était, comme une obligation de répondre à tous ces médias directement, dès ton arrivée ou est-ce que, comme ça va de soi, tu peux pas vraiment dire non parce que ouais, toi, tu as 125 000 Canadiens en dette. ouais, Tu sais, si tu donnes pas de la visibilité à tes partenaires, si tu sais ouais, pas, tu sais, quand est-ce que la personne qui t'embauche pour une conférence, elle va t'écouter à la aux nouvelles, à la puis comment tu fais pour dire: «Ah, Radio-Canada, non, là, on vous en a assez donné». Tu sais: «Ah, RDS, c'est correct, non». Puis telle radio à Lorient, tu sais, j'ai payé des personnes pour faire la presse, les médias, donc eux autres sont contents quand il y a un résultat. Donc je leur ai demandé d'envoyer des communiqués de presse. Donc après ça, je peux pas leur dire: «Ah, allez, on mmh, s'en fout», puis tu sais, c'est fou que tu joues la game, là. Oui, c'est obligatoire, c'est obligatoire. C'est comme un Olympien qui va aux Olympiques, qui fait sa descente, qui gagne la médaille d'or, puis qui envoie chier les médias après. ouais, Il dit: «Non, merci». j'étais super curieuse de ce côté-là, de savoir Tu peux comment, pas faire ça, c'est comme inconcevable, tu sais, ouais, fait que tu dois, tu sais, mmh, tu dois danser avec ça, tu es obligé, tu sais, tu peux pas comme dire: «Ah non, mais là, sais-tu, ça me tente plus». C'est comme, non, c'est inconcevable, tu sais, question en fait, c'est juste, c'est dans le mouvement de ton oui, arrivée. ça fait partie de la game. Donc, tu peux Ouais, pas dire non à certaines parties puis t'attendre à rembourser tes dettes puis à pouvoir repartir à l'aventure un jour si tu es poche avec un média. Tu sais, puis c'est un peu comme un bon resto, hein. Tu sais, un bon resto, tu y vas, tu en parles à 10 personnes. Si tu as aimé ça, tu en parles à quelques personnes. Puis si tu as pas aimé ça, tu en parles à 100 personnes. mmh, Donc, tu sais, si tu crées une mauvaise expérience à un média, je pense que, tu sais, il faut vraiment que ce soit une bonne expérience de travailler avec toi ouais, pour que, tu sais, tu puisses être, puis tu sais, c'est sincère. Moi, je suis fine avec les gens, je suis authentique, fait que je me verrais pas dire: «Ah non, sais-tu, là, tu t'es ouais, déplacé, tu as fait 2 heures de route pour venir me voir, ça me tente pas. Là, toi, je veux pas que mmh, tu fasses. ouais, c'est Ça me sûr. tente pas de te donner une entrevue». Tu sais, moi, je reconnais tout le travail que ces gens-là ont Mmh, fait aussi, fait que ça irait contre ma propre nature de dire non, puis j'ai de la misère à dire non de toute façon, puis tu sais, comme si je me suis fait dire non pendant 7 ans, là, avant ma traversée: ouais, «Non, on commanditera pas». Fait que là, ben, genre, faut que je paye cette aventure-là. J'ai 125 000 de dettes, donc c'est la moindre des choses que je donne toutes ces entrevues-là. Donc c'est super difficile à faire, puis après ça, tu as ta famille qui est là: «OK, t'as-tu fini là tes entrevues? On est venu pour te voir». il y a Fait que faut que plusieurs tu parties. composes avec ça aussi, Mmh, la demande, puis l'impossibilité de causer des refus, puis donc c'est ça la difficulté d'une arrivée. ouais, Je pense que tous les marins en parlent, puis tous les marins expliquent que c'est pas facile à arriver. Puis moi, je me disais: «Oui, j'imagine. oui, ben voyons donc, ça doit être super le fun d'arriver, tu sais, tu dois te sentir comme une vedette rock». Et non, non, c'est vraiment pas le fun. C'est vraiment, vraiment pas le fun. Donc l'aventure a finalement aussi continué dès ton arrivée. Ouais. En fait, Hem, puis c'est fou parce que l'aventure, moi, je suis arrivée à Lorient le 12 novembre, le mmh, 20 novembre à Montréal et j'ai eu ouais, quelques journées de congé dans le temps des fêtes et les premiers 5 jours de congé de suite, c'était le 5 août. OK. Ouais, Fait que l'aventure de l'arrivée, ça a duré 2 ans sans arrêt. OK. Les conférences, les médias, fait que je me disais toujours: «Ah, mais je vais toutes les accepter, les demandes de conférences, parce que ça durera pas, tu sais, je vais pas faire ça toute ma Oui, vie. c'est ça, Finalement, tant je que fais c'est ça encore encore frais. aujourd'hui». Oui, c'est ça. Je vais le prendre parce qu'il faut que je rembourse mes dettes. Il faut vraiment que je paye Il y mes avait ce dettes. côté, Puis OK. ouais, Mmh, puis là, j'ai écrit mon livre, je me suis pas reposée, après ça, c'était le lancement de livre, la tournée de livre, la tournée des écoles. OK, on fait une tournée média pour le livre, blablabla. Ça a été, là, OK. incroyable, là, vraiment. C'est super intéressant, ça m'emmène à plusieurs, points que je voulais aborder. Déjà, beh, voilà, il y a bien un moment où tu t'es retrouvée seule, hors de ton Ouais, bateau. ouais. Physiquement et mentalement, comment tu as géré ça? Quand je me suis retrouvée seule, Mmh. seule après mon arrivée? Oui, oui. Mettons physiquement, d'être sur la terre ferme, de rebouger, marcher,
Et puis mentalement, j'imagine tu as eu l'installation d'habitudes, de réflexes, etc. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, c'est sûr que, tu sais, aussitôt que tu arrives sur la terre ferme, tu es hyper vigilant. Tu sais, c'est de la survigilance, là, parce que tu es Mhm. dans un milieu hostile pendant, ben, hostile, c'est pas un milieu de guerre, là, mais tu sais, c'est un milieu hostile à la vie. Donc, si tu vois quelqu'un bouger rapidement près de toi, tu es toujours comme en, voyons, T'es un peu en... Est-ce que tu étais un peu comme... oh, j'ai pas le terme exact, mais un peu en mode animal, tu sais, un peu dans ton instinct. ouais, oui, t'es super furtif, là. Tu sais, t'es Mm. comme, ah, il y a quelqu'un qui se lève, pourquoi? Puis il y a un bruit d'une chaise qui se lève au restaurant, tu sais, le bruit d'une chaise qui recule. Voyons, si Puis je t'étais faisais. plus seule aussi, Ben physiquement. oui, j'étais toute seule pendant Ouais. des mois. Donc, ça, c'était difficile. Donc, réapprendre à vivre avec beaucoup de mouvements autour de moi. Puis la solitude, moi, je me sentais très vulnérable quand j'étais seule, par exemple, dans la maison qu'on avait louée. Ma soeur était dans la douche, peu importe, ma mère était partie faire sécher les vêtements dehors. Ou, Mhm. je me disais, oh mon Dieu, mais il n'y a personne à côté de moi pour m'aider à marcher. C'est vraiment comme, papa, tu peux-tu venir? Tu sais, je me sentais hyper vulnérable. J'ai été toute seule 3 jours Ok. pour reprendre mes esprits. Puis finalement, ces 3 jours-là, il n'a pas été super euh, Aidant. aidant, ouais, parce Mm. que j'ai ressenti comme une espèce de gouffre. Puis je faisais juste répondre à des messages, puis Ok. travailler dans mon ordi, puis essayer de rattraper, puis prendre. Tu sais, c'était comme accaparant, en fait, ces journées-là. Je ne les ai pas pris pour moi tellement. Puis après, ben, j'étais seule à Paris quelques jours, puis ça, c'était encore la même chose. Je me sentais vraiment vulnérable sur un quai de Wow, j'imagine même pas. train avec plein de monde qui se Ouais. foutaient de moi parce que je suis tombée en essayant de courir pour pas rater un train, tu sais, un transfert. Les gens, ils m'ont presque marché dessus, tu sais. Puis je me disais, on est vraiment en danger à Paris, tu sais, mais en mer, on n'est pas en danger, Du tu coup, sais. tu avais de la difficulté avec tes jambes à marcher, courir un Oui, peu oui, c'est aussi? normal, oui, oui, c'est Ouais. ça. Il y avait plusieurs muscles qui étaient atrophiés, fait que, tu sais, Ouais. puis c'est les muscles, tu sais, que c'est correct. Ça fait partie de la game Ouais. de ramer longtemps comme ça, puis de ne pas marcher aussi souvent. Il y a plein de rameurs qui font plein d'exercices en mer, là, mais tu sais, moi, ça m'a donné comme un exutoire, sérieusement, d'avoir mal aux jambes parce que je pleurais, parce que c'était fini, puis j'avais de la peine, puis je mettais tout ça sur le dos de mes jambes. Fait que ça m'a vraiment Mm. aidé à. Ouais, je comprends. Cette douleur-là que j'avais m'a comme aidé à canaliser mon énergie, ma tristesse et tout. Fait que moi, ça a été comme même un salut d'avoir mal aux jambes. Ok. Ouais. Puis il y a des rameurs qui sont, ah non, moi j'ai fait plein d'exercices sur mon bateau, j'ai pu prendre mes enfants puis faire un jogging le lendemain. Ah oui, ben c'est bien bon pour toi, mais moi, je l'ai vu Ouais. autrement. Chacun son expérience, c'est ça. Avec tout ce qui m'est arrivé en mer, j'aurais pas pu faire des petits exercices de. Non. Tu sais, je Ouais. me suis pas. Ouais, je me suis pas. Moi je croyais que c'était vraiment comme un passage obligé, puis c'est bien correct comment ça. Mm. Ouais. Et pour parler de ton bateau, qu'est-ce qu'il est devenu après? Et même aujourd'hui? Non. Oui, et donc je l'ai ramené au pays après, puis Ok. présentement, il est toujours au port de Sept-Îles, donc Ok. au port de plaisance de Sept-Îles. Je trouve ça super cool parce qu'ils l'ont acheté en voulant vraiment conserver ma traversée authentique, tu sais, vraiment le bateau tel qu'il était quand il est arrivé à Lorient. Puis quand on y va, ben, on peut le visiter. Ben, c'est sûr qu'avec la COVID, ça a été interdit d'accès durant Ok. plusieurs mois, mais après, les gens vont pouvoir y Ah, il réaccéder. existe toujours, on peut le voir, c'est ça. Oui. Ah, c'est Et chouette. moi, j'ai même un accès privilégié. Je peux aller voir les webcams, les petites caméras, puis je peux voir comment ils Voir vivent. s'il va bien. Oui, ouais, c'est cool. Ouais. Et j'ai une autre question aussi qui m'intéresse énormément, c'est, mais voilà, t'as vécu mentalement, physiquement, t'as traversé différentes étapes, différentes difficultés, et j'imagine que derrière, t'as eu, on va dire, des bénéfices personnels, euh, par exemple de la confiance en soi, voilà, ce genre de choses. Est-ce que encore aujourd'hui, tu tires des leçons? Est-ce que tu gardes encore les bénéfices aujourd'hui, quelques années après l'avoir fait? Voilà. Ben oui, parce que, tu sais, moi, je pense que tu sais, ça te transforme profondément, mais même pas l'expérience de la traversée, mais l'expérience de la préparation, puis l'expérience de bûcher fort pour vouloir faire quelque chose. Si Mhm. je t'avais mis la même énergie dans des études, j'aurais un doctorat, là. Tu sais, c'est comme, Ouais. j'ai travaillé tellement fort pour cette traversée-là. Donc, tu sais, toute l'énergie que j'y mettais, puis tout ce que j'ai appris dans cette préparation-là m'a transformée autant que la traversée en tant que telle. Puis, Mhm. ouais. Donc, je Ah, c'est pense chouette. que, oui, oui, ça m'a changé à jamais, puis ça m'a fait évoluer d'une certaine façon, oui, c'est Ok. sûr. Parce que du coup, ça m'amène au sujet, parce qu'aujourd'hui, tu es conférencière. Oui, Euh, c'est pas mal le seul.
Je dis Ouais. souvent que, tu sais, j'écris aussi ici et là, des fois, des articles, des trucs comme ça, mais Mmh. je peux dire que je suis auteure parce que, bon, j'ai un autre livre, que je vais écrire dans les prochains mois, mais OK. mon livre qui est juste là, «Dépasser Oui. l'horizon». Mon Ça, c'est mon livre, «Dépasser l'horizon». Alors, voilà, puis Super. je l'ai réédité en 2018. OK. Ouais, en 2018, pendant que j'étais enceinte de mon garçon. Donc, j'ai ajouté même des chapitres pour parler de l'arrivée, là, pour parler de après l'aventure. Donc, j'écris, je fais beaucoup de conférences, toutes sortes de services aussi que je fais pour des cégeps, des écoles secondaires. On prépare plein de projets en communication aussi. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent, puis c'est Et super le fun. et est-ce que c'était quelque chose que tu avais envisagé avant de faire ta traversée ou est-ce que ça justement, ça t'est venu en faisant ça, de par la suite en faire, ton activité principale, d'inspirer, de faire des conférences, parce que tu parles beaucoup de choses, liées au développement personnel. Ouais. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais planifié ou ça t'est venu, naturellement comme ça? Ben, tu sais, moi, je me disais, au départ, je voulais finir mon bac, en communication, donc je voulais revenir, puis aller finir mon bac après 2 ans. Peut-être que ça m'aurait donné l'occasion de retourner à l'Université de Montréal puisque j'avais commencé un bac, en 2007-2008. Donc, Ouais. j'avais fait mon cégep à l'université et tout. Donc, tu sais, j'avais envisagé pouvoir rembourser ma traversée avec mes conférences, mais j'avais pas pensé, puis j'avais commencé déjà comme conférencière en 2009. Donc, avant ma première aventure, j'ai commencé, mais je ne pouvais pas vraiment dire que j'étais conférencière, mais j'en avais 225 de fait avant ma traversée. OK. Donc, c'est quand même une quantité assez impressionnante là, pour une fille qui n'avait pas encore fait un exploit de ce genre-là, bien, qui avait fait d'autres aventures préparatoires, c'est sûr. Donc, je savais que pour moi, bien, c'était probablement un beau métier que je pourrais faire pendant des années, mais je ne savais pas que j'allais aimer ça autant, tu sais. OK. Là, surtout en contexte de pandémie, tu sais, j'ai fait, je pense, ben, je ne les compte pas là, depuis le début de la Mmh. pandémie. On est tellement fait des interventions, tu sais, sur Zoom et puis des interventions à distance, des micros, on appelle ça des pop-up meetings, tu sais, où Mmh. j'embarque sur des meetings d'équipe, je fais des 10 minutes, des 10, 12, 15 minutes, donc dans toutes sortes d'entreprises. Puis, tu sais, moi, je dis que le gros de mon travail, oui, c'est de parler, c'est de partager. euh, des anecdotes, c'est comme une grande métaphore, ma traversée, pour me donner l'occasion d'aller parler d'attitude, de posture mentale, moi j'aime bien dire séduire le changement, mon petit concept de séduire le changement, de visualisation, d'anxiété, puis je parle aussi d'ego dans mes conférences, de santé-sécurité, de risque et tout. Donc c'est comme si c'était ma carte de visite, ma traversée pour aller parler à des employés, des collègues. Puis, ce que j'aime beaucoup dans mon travail, c'est de parler à mes clients, tu sais, de savoir qu'est-ce qu'ils vivent, puis d'adapter mes messages. Tu sais, c'est toujours les mêmes Ouais. messages, mais ils sont vraiment adaptés pour pouvoir répondre aux besoins différents de tous mes clients. Donc, ça, c'est le gros, tu sais, c'est Ouais. le côté humain, là, tu sais, de m'adresser à quelqu'un puis de rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus dans mon travail. C'est super parce que du coup, tu as, notamment, en cette année 2020, Oui, tu as fait des lives Facebook. oui, exact. Est-ce que tu vas continuer à en faire? Oui, mais là, j'ai vécu toutes sortes de changements dans ma vie, donc depuis le mois de septembre. Donc, j'en ai pas donné beaucoup cette année. Je pense que j'en ai fait un au début de l'année 2021, puis je vais continuer à en faire. Mais il y a tellement de projets cette année, là, c'est incroyable. OK, donc on peut se suivre, sur Oui, Facebook. exactement, sur Facebook. On est Heu, en train de les mettre sur YouTube et tout, puis de OK, développer super. d'autres produits par rapport à ça. Oui, d'ailleurs sur, ta chaîne YouTube, il y a, quelques vidéos, des passages, de ta traversée, si on veut Oui, voir visuellement un petit peu, oui, ouais. concrètement ce que c'était. Ouais, Et ton site internet aussi, on peut retrouver, plusieurs informations sur tes conférences, ta traversée, et puis ton livre. ouais, C'est ça. tout à fait. C'est super cool, ouais. Ben merci beaucoup Mylène, c'était vraiment un honneur de t'avoir, pour ce premier podcast. Mais Heu, merci, c'est un honneur pour moi d'être la première invitée de ton oui, podcast. merci beaucoup et puis, je Ah, pense merci. que tu as parlé de choses, qui peuvent aider un maximum de monde, on peut transférer ça, je pense, pour chacun dans sa vie donc c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour ça. Merci, c'était super le fun de te parler. Merci beaucoup. Merci pour ton écoute. Je pense et j'espère que Mylène aura su t'inspirer. Je trouve que c'est une femme incroyable avec une grande force. Si tu veux en savoir plus, elle a une chaîne YouTube à son nom
sur laquelle elle a publié des extraits justement de cette aventure. Il y a l'arrivée, le départ et l'entre-deux avec des passages de baleines, le passage de la tempête, des grandes vagues, etc. Elle a aussi un site internet, c'est milenpaquette.com, une page Facebook et un compte Instagram. Tu peux aussi me dire qu'est-ce que tu as pensé de ce podcast sur la chaîne YouTube en commentant ou sur le compte Instagram et page Facebook bottine.babine. Je te dis à bientôt pour une nouvelle écoute.